Un homme marié cède à la tentation. Il a fait une erreur que beaucoup de gens commettent. Elle lui a fait goûter de nouvelles expériences. Puis, il disparaît. Il a disparu comme par enchantement. Pendant 20 ans, sa disparition reste inexpliquée. J'ai gardé l'espoir de le voir sonner à ma porte. Jusqu'à ce qu'un peu de peinture révèle son calvaire. Ça me rend fou de savoir ce qu'une victime peut endurer lors d'un meurtre. 3 étudiantes sont assassinées, vraisemblablement par le même homme. Il s'en prenait à de belles jeunes femmes. La police ne tarde pas à trouver un suspect. Chez nous, on appelle ça décrocher le gros lot. Mais certains sont convaincus qu'il n'est pas le tueur. Il a parlé des autres affaires, mais jamais de celle de Suzanne Choumet. Le doute subsiste pendant de longues années, jusqu'à ce que d'anciennes preuves révèlent la terrible vérité. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau. Les 2 affaires au menu de cette émission ont un point commun. Pour aboutir, elles ont nécessité de nombreuses années d'investigation et l'emploi des techniques et des expertises les plus pointues de la criminalistique. Alors, la criminalistique qui regroupe plusieurs disciplines, médecine légale, toxicologie, police scientifique, police technique, anthropométrie, dactyloscopie. La criminalistique étudie par des voies scientifiques les indices et les traces des infractions et des crimes. Elle a pour objet de rechercher et de mettre en évidence les preuves matérielles des crimes dans les laboratoires de police scientifique et de médecine légale et d'aboutir à l'identification de leurs auteurs. Grâce aux progrès spectaculaires dans ce domaine, les enquêteurs de la police scientifique sont capables de déduire quantité d'informations à partir d'indices microscopiques. Pour autant, ces renseignements suffisent-ils aux experts de la police scientifique pour démasquer les criminels? C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant dans l'affaire qui va suivre. La mine de cuivre de Kennecott, à l'extérieur de Salt Lake City, en Utah, est connue comme le cratère le plus précieux du monde. Et le cuivre n'est pas le seul minerai qu'on y extrait. Ils extraient de l'or et de l'argent. Le site dispose d'équipements qui coûtent très cher et les vols sont un des problèmes majeurs. Les mesures de sécurité sont donc très strictes. Pour entrer dans la mine de cuivre de Kennecott, il faut montrer patte blanche. Dans ce contexte, l'absence du vigile à son poste par une nuit d'hiver de l'année 1991 attire tout de suite l'attention. Ils sont allés jeter un coup d'œil dans la salle de repos et ils ont trouvé son repas à moitié entamé avec son casque posé à côté. Et normalement censé ne jamais quitter son poste jusqu'à la relève de 23 heures. C'était étrange comme incident. Il était là, et l'instant d'après, il n'y était plus. Et il n'y avait rien qui permette de véritablement expliquer son départ. De la neige est tombée quelques heures plus tôt, mais il n'y a pas de traces de pas autour du poste de sécurité. La voiture de Brian est garée un peu plus loin, et il n'y a pas non plus de traces autour de la voiture. C'est comme s'il avait mis le pied dehors, et c'était juste volatilisé. C'était un endroit très isolé. À l'intérieur du poste de sécurité, tout est en ordre. Il n'y avait absolument rien de suspect, pas de sang, pas d'objets renversés ou détruits. Brian Ruff, 21 ans, et sa femme Jennifer sont mariés depuis 2 ans et demi, et ils ont un bébé de 15 mois. D'après son dossier professionnel, ce n'est pas la première fois qu'il abandonne son poste. Quelques semaines plus tôt, Brian avait déjà quitté son poste pour s'enfuir à Las Vegas. C'était lourd à porter pour lui, surtout avec le 2e bébé qui allait arriver. Il devait subvenir à nos besoins, avait ses études à finir. Et l'argent, ça l'inquiétait, et ça le minait qu'on doive retourner vivre chez mes parents à ce moment-là. Brian passe 6 jours à Las Vegas. À son retour, il a beaucoup changé. Et pas en mieux. Il s'est montré très froid et distant. Je n'avais jamais vu cette facette de sa personnalité. Il était glacial et plein d'amertume sur certains sujets, notamment nos finances. Il avait de la colère en lui.
Alors que les enquêteurs sont occupés à fouiller la guérite à la recherche d'indices, le téléphone sonne. Jennifer, l'épouse de Brian, cherche à le joindre. Elle était surprise que quelqu'un d'autre que son mari réponde au téléphone. Ils lui ont dit que c'était la police et qu'ils étaient à la recherche de Brian. Elle leur a indiqué qu'elle lui avait parlé aux alentours de 18h30. Et au bout d'un moment, il avait mis fin à la conversation en lui disant qu'un collègue arrivait et qu'il devait y aller. À peine l'agent a-t-il raccroché que la sonnerie retentit de nouveau. L'adjoint a de nouveau répondu au téléphone. C'était une voix de femme, mais différente de la première. Et elle s'est elle aussi présentée comme étant Jennifer Ruff. À l'évidence, l'une des deux voulait se faire passer pour l'autre. Un homme disparu, avec 2 femmes. La police comprend tout de suite que l'affaire sort de l'ordinaire. Peu après la disparition de Brian Ruff, 2 femmes appellent tour à tour à son bureau et demandent à lui parler. Chacune des 2 femmes se présente comme étant son épouse. Le système d'identification des appels de l'entreprise confirme qu'un des appels vient bien de Jennifer. L'autre a été passé par Christy Bradley, une jeune femme de 20 ans. Elle est mariée à Dale Bradley, un collègue de Brian Ruff. Ils ont envoyé un groupe d'enquêteurs chez Dale et Christy pour savoir ce qui se passait. Christy déclare à la police qu'elle et Brian sont devenus bons amis et qu'ils s'appellent régulièrement. Dale demandait à Christy de leur ramener à dîner. Et c'est comme ça que Brian et Christy se sont connus, quand elle leur apportait leur repas. Lorsque les enquêteurs l'interrogent sur la disparition de Brian, Christy dit ne pas être sortie de chez elle et ne pas l'avoir vu. Dale, lui, ne travaillait pas ce jour-là et prétend qu'il était en course toute la journée. Bradley a dit qu'il passait à côté de l'université de l'Utah quand sa voiture est tombée en panne. Il a appelé un ami, Billy Stone, qui était dans un bar des environs. Bien étrange affaire. Brian Ruff, un agent de sécurité de 20 ans, a disparu mystérieusement. Quelques semaines plus tôt, il avait déjà abandonné son poste pour se rendre à Las Vegas. Il en était revenu complètement changé, froid, agressif, amer. A-t-il récidivé? Est-il retourné dans la ville du jeu et des plaisirs sans à nouveau en tenir informé ses employeurs? Second motif d'étonnement, 2 femmes téléphonent presque simultanément au poste de garde, prétendant l'une et l'autre être l'épouse du jeune homme. La première l'est effectivement, mais la seconde, Christy Bradley, est la compagne d'un autre vigile, collègue de Brian. Que cache ce subterfuge? 5 jours après la disparition, Jennifer Ruff trouve des documents compromettants en rangeant des papiers. Des indices qui, d'un seul coup, jettent un nouvel éclairage sur la disparition de son mari. Il y avait des factures de carte de crédit pour des achats dont je n'étais pas au courant, et aussi une facture de téléphone. Jennifer comprend alors que son mari a une liaison avec Christy Bradley. C'était le 2e coup de massue. D'abord, j'apprends qu'il a disparu, et ensuite je découvre cet horrible secret. C'est comme si tout s'écroulait autour de moi. Tout ce dont j'avais rêvé, tout ce que j'avais espéré se retrouvait réduit en poussière. Jennifer découvre aussi que Christy était avec Brian à Las Vegas quelques semaines plus tôt. Interrogée sur ce point, Christy admet devant son mari et les enquêteurs qu'elle avait une liaison avec Brian. Elle m'a dit qu'elle trouvait Brian très gentil. Elle le trouvait mignon. Dale contrôlait ses moindres gestes. Et Christy n'aimait pas se sentir prisonnière. Christy et Brian parlaient beaucoup ensemble. Et c'est, je pense, ce qui explique qu'il s'appelait souvent quand il était au travail. Mais Dale insiste. Il n'était pas au courant que sa femme avait une liaison avec Brian avant sa disparition. Dale n'a pas de casier, mais cette liaison est un mobile suffisant. La police obtient un mandat pour fouiller son véhicule. Les enquêteurs espèrent y trouver du sang et des résidus de poudre. On n'a trouvé ni l'un ni l'autre.
Dale et Christy sont ensuite soumis au détecteur de mensonges, mais les résultats sont négatifs. Lorsqu'ils ont su pour cette liaison, j'ai entendu dire qu'ils ont interrogé Dale et Christy. Dale est alors passé au détecteur de mensonges et à partir de ce moment-là, ils l'ont, comme qui dirait, tout simplement rayé de la liste des suspects. Parallèlement, les enquêteurs poursuivent une autre piste potentielle. 2 des collègues de Brian ont été arrêtés pour des vols dans la mine. Ils avaient été arrêtés parce qu'ils avaient volé des métaux dans la mine de Kennecott pour les revendre ensuite en vrac chez de petits ferrailleurs. Or, l'un d'entre eux se trouvait au poste de sécurité juste après la disparition de Brian. Brian faisait partie de ceux qui avaient signalé les vols. Cependant, en l'absence de corps, la police n'a aucune preuve que Brian Ruff est décédé. Officiellement, il est toujours considéré comme disparu. Peu de temps après la disparition de Brian, la police démantèle un réseau de vols organisés impliquant des gardiens de la mine de Kennecott. Ils volaient tout ce qui n'était pas rifté au mur, des gants, des pelles, bref, tout ce qu'ils pouvaient trouver dans la mine. La police se demande si Brian n'aurait pas surpris un vol en cours. Une théorie a été avancée selon laquelle Brian aurait surpris ces types en train de voler quelque chose et il l'aurait alors tué pour ne pas se faire prendre. Cependant, aucun des autres gardiens n'a pu être impliqué dans la disparition de Brian. Il était complètement seul là-haut dans la montagne. Ça l'inquiétait qu'il n'y ait pas de caméra, pas de barrière électrique, pas de système de sécurité comme dans les autres postes de garde. Les semaines, puis les mois passent sans que Brian Ruff ne donne le moindre signe de vie. J'avais tout le temps peur. Quand je me rendais à mon travail ou au supermarché, la peur ne me quittait pas. Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un puisse disparaître comme ça et ne jamais revenir. La femme de Brian, Jennifer, n'a pas d'autre choix que d'élever seule leur bébé. 6 mois plus tard, elle accouche d'une seconde petite fille. J'étais comme paralysée, noyée dans mon chagrin, jusqu'à ce que j'apprenne enfin ce qui lui était arrivé. 1 an plus tard, des randonneurs tombent sur ce qui ressemble à des restes humains dans un terrain de camping à environ 80 km de la mine. J'ai vu un tas de pierres, mais c'était un squelette. Il avait encore sa tenue de sécurité, son portefeuille, tout sur lui. C'est bien lui, Brian Patrick Ruff. J'ai reçu un coup de fil d'un enquêteur et je lui ai demandé « C'est Brian ?» Il a dit « Oui, c'est lui ». À cet instant, c'est comme si tout s'était écroulé autour de moi. Le dossier dentaire confirme que les restes sont bien ceux de Brian Ruff. L'autopsie va révéler qu'il a été abattu de 5 balles dans le dos. J'ai pensé que d'une façon ou d'une autre, il avait dû se retrouver mêlé à quelque chose d'illégal et que c'est pour ça qu'on l'avait tué. Près du corps, les équipes de recherche trouvent 5 douilles provenant d'un pistolet de calibre 22. Pour les enquêteurs, Brian a été abattu à quelques mètres de l'endroit où il a été enterré. Le lendemain, les recherches se sont poursuivies et un des chiens de la brigade canine a retrouvé une botte, une Santiago noire qui a été identifiée comme appartenant à Brian. Elle se trouvait à environ 60 mètres à l'est de l'endroit où on avait retrouvé le corps. On n'a jamais retrouvé l'autre. Mais le corps est là depuis longtemps. Il a beaucoup plu et neigé, si bien qu'on ne retrouvera aucun autre indice sur les lieux. Autant vous dire que c'était très frustrant. Faute d'indices permettant de relier quelqu'un au crime, l'affaire est classée et les années passent. Le cadavre de Brian Ruff a été retrouvé 1 an après sa disparition. Il a été abattu de 5 balles de calibre 22 tirées dans le dos. Malheureusement, la neige et les intempéries ont détruit empreintes de pas et traces biologiques. Le meurtre ressemble plutôt à une exécution. Le vigile a-t-il été éliminé par des employés de la mine qui volaient du matériel et du minerai?
où Dale Bradley, le mari trompé, est-il impliqué? Les policiers avaient perquisitionné sa maison et passé sa voiture au peigne fin sans trouver d'indices. Et Dale avait passé avec succès les épreuves du détecteur de mensonges. Suite à cela, il avait été écarté de la liste des suspects. Tandis que l'enquête est au point mort, les années passent. Jusqu'à ce que, 14 ans plus tard, Todd Park, un enquêteur spécialisé dans les affaires classées et rattaché au bureau du shérif du comté de Salt Lake, reçoive un coup de téléphone des forces de police du comté voisin, le comté de Carbon. Quand j'ai reçu cet appel, ça a été une vraie bouffée d'air frais. Je pouvais enfin me plonger dans une autre affaire et m'y consacrer entièrement. La police du comté de Carbon enquête alors sur Dale Bradley. Elle le soupçonne d'avoir assassiné sa seconde femme, Crystal. Or, Dale faisait déjà partie des suspects dans le meurtre de Brian Ruff, 14 ans plus tôt. Todd Park a une intuition. Il contacte l'ex-femme de Dale, Christy, qui vit à présent dans le Texas. Quand Park l'a contactée, 14 ans après, elle était étonnée qu'il enquête encore sur l'affaire. Dale lui avait dit qu'on avait arrêté quelqu'un et elle était persuadée que le dossier était clos. C'était de toute évidence un mensonge, et Christy va mentionner à la police quelque chose dont elle n'avait pas parlé dans l'enquête initiale. Elle déclare que le lendemain de la disparition de Brian, Dale avait nettoyé l'intérieur de sa voiture. Il n'avait jamais nettoyé ce coffre depuis qu'ils s'étaient rencontrés, depuis qu'il avait cette voiture. Jamais. Pourquoi Dale a-t-il fait cela? La police se demande si Brian Ruff a pu se trouver dans ce coffre. Y avait-il du sang? A-t-il été abattu dedans? Y avait-il des indices dans la voiture? Mais après 14 ans, la police pourra-t-elle retrouver la voiture de Dale Bradley? 14 années se sont écoulées sans que la police perde espoir de résoudre l'affaire. Brian était un très bon garçon. C'était un très bon père. Et si ce n'est sa relation extra-conjugale, je crois que c'était un très bon mari. C'est juste qu'il avait beaucoup de responsabilités. Je suis sûr qu'il s'en serait bien sorti dans la vie, avec sa famille, si on lui en avait laissé l'occasion. Lorsque les enquêteurs apprennent que leur ancien suspect principal, Dale Bradley, est de nouveau suspect dans une autre affaire de meurtre, ils décident de repasser en revue tous les indices. Et cette fois-ci, ils remarquent quelque chose sur la botte retrouvée dans la montagne, près du corps de Brian. Une sorte de rayure, d'éraflure au bas de la botte, qui ressemble à de la peinture rouge-orangée. Quand j'ai vu cette trace de peinture, j'ai eu un flash. C'était la même couleur que celle de la voiture de Dale Bradley. Mon sang n'a fait qu'un tour. Et alors là, je me suis dit, je le tiens. L'expert médico-légal Bill Schneck examine la peinture au stéréomicroscope. C'était une traînée. Pas d'éclat de peinture collé à la botte, non. C'était étalé sur le cuir au bas de la botte. Il faut beaucoup de force pour que ça s'incruste comme ça. Une force qui ressemblerait à celle déployée pour tenter de s'échapper d'un coffre de voiture, par exemple. Qu'elle soit optique, électronique ou à sonde locale, la microscopie est une technique d'imagerie très utilisée dans les laboratoires de la police scientifique. Analyse d'empreintes digitales, comparaison des rayures sur des balles ou des douilles, étude de tissus prélevés sur un cadavre, examen de débris de fibres, de poils ou de cheveux. Les microscopes ouvrent d'immenses champs exploratoires aux enquêteurs. Alors, dans notre affaire, les traces de peinture recueillies sur une botte de la victime 14 ans après le meurtre permettront-elles d'établir un lien avec la voiture que conduisait Dale Bradley? Bill Schneck doit déterminer si l'intérieur du coffre de la voiture de Dale Bradley était peint. Par chance, Schneck a un ami qui restaure les vieilles voitures. Il avait justement un modèle de 75. Il a ouvert le coffre, il était peint d'origine. C'était un très bon point.
Dale Bradley conduisait un modèle de 1974 à l'époque du meurtre de Brian. Reste maintenant à le retrouver. J'ai passé des heures à chercher cette voiture. Ils sont même montés dans un avion pour la localiser. Après beaucoup de recherches, on a appris que la voiture avait été vendue. Hélas, 2 ans après les faits, le nouveau propriétaire a revendu la voiture à la casse. La voiture avait été détruite, découpée en morceaux et puis fondue. Mais l'examen du dossier va révéler un élément surprenant. 14 ans auparavant, un enquêteur a eu la présence d'esprit de prélever des échantillons de peinture sur la voiture de Dale. On s'est jeté dessus. Il faut dire ce qui est, parce qu'on n'avait pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. Ces échantillons de peinture étaient archivés là depuis des années. Bill Schneck place les échantillons de peinture de la botte et de la voiture sur une lame de microscope avec un liquide d'immersion, ce qui permet d'éliminer l'air qui serait éventuellement piégé entre la lamelle et l'échantillon. À l'aide d'un microscope polarisant avec grossissement jusqu'à 1000 fois, Schneck constate qu'il s'agit d'une peinture au chromate de plomb. Je voulais savoir si cette peinture était standard ou non. J'ai donc contacté l'Institut national de sciences et de technologie, qui m'a envoyé un échantillon de la peinture de série des modèles de 74. Schneck compare les 3 échantillons avec un microscope à balayage électronique. Il examine la peinture de la botte, celle de la voiture et la peinture de série des modèles de 74. Elles sont identiques. La peinture de la botte venait de cette voiture, ou d'une autre voiture avec une peinture ayant exactement les mêmes propriétés et la même composition. Cette nouvelle preuve permet de faire arrêter Dale Bradley et de l'inculper du meurtre de Brian Ruff. J'étais choquée que quelqu'un puisse commettre un crime aussi horrible, surtout quelqu'un qui prétendait être un ami. Le procureur pense que Dale savait, ou du moins se doutait, que sa femme Christy entretenait une liaison avec son collègue Brian, et il a eu peur qu'elle le quitte. Je crois qu'il était tellement furieux d'avoir été trahi par Christy et Brian qu'il a voulu leur faire payer. Les preuves médico-légales suggèrent que Dale voulait éliminer son rival. Il connaissait les horaires de Brian et savait à quel moment il y avait le moins d'allées et venues. Il savait donc exactement quand frapper. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai un truc à te montrer. Dale a probablement obligé Brian à entrer dans son coffre en le menaçant avec une arme. Entre là-dedans, allez! Ouais, c'est bon, j'y vais. Brian se débat pendant les 30 minutes de route pour essayer de sortir du coffre, d'où la peinture sur sa botte. En arrivant, Dale aurait ordonné à Brian de retirer ses bottes pour être sûr qu'il ne pourra pas s'enfuir. Quoi? Retire tes bottes. Puis, il le force à avancer jusqu'au trou qu'il a creusé plus tôt dans la journée. Et il l'abat avec un revolver de calibre 22. L'arme du crime ne sera jamais retrouvée. C'était du Dale tout craché. Manquer à ce point de courage, abattre quelqu'un par derrière sans avoir le courage de le regarder en face au moment de le tuer. Les preuves matérielles et circonstancielles contre Bradley sont accablantes. Il accepte de plaider coupable d'homicide volontaire et d'enlèvement. Il est condamné à 40 ans de prison. Bradley n'aurait jamais imaginé que la botte de Brian pourrait permettre de le confondre. L'affaire a été résolue grâce à cette peinture. Ça me donne envie d'examiner toutes les affaires et chacune des preuves pour voir si je peux en faire quelque chose. Ça me motive pour essayer d'en résoudre d'autres. Dale Bradley est toujours suspecté d'avoir tué sa seconde épouse. Les efforts désespérés de Brian pour sortir du coffre de la voiture ont finalement permis d'identifier et d'arrêter son assassin. Parfois, il suffit d'un rien. En l'occurrence, dans cette affaire, il se trouve que c'étaient les échantillons de peinture. Les preuves circonstancielles et associées aux preuves matérielles se sont révélées décisives dans cette affaire.
Aujourd'hui, on se focalise sur l'ADN et on a parfois tendance à négliger les autres pistes que peuvent donner des indices, comme de la peinture. J'espère que le message est clair. La science médico-légale est là et il y a des gens qui travaillent sans relâche sur les affaires classées pour que les coupables ne restent pas impunis. De toute façon, en général, plus on cherche à effacer ces traces, plus on laisse d'indices. Des traces de peinture rouge ont permis de relier la voiture de Dale Bradley à l'une des bottes de la victime et d'établir ainsi sa culpabilité. Cette prouesse technique a été rendue possible grâce à un enquêteur consciencieux qui avait décidé de déterrer l'affaire lorsque Bradley avait été suspecté d'avoir assassiné sa seconde épouse. Sans cet excès de zèle, il y a fort à parier que le meurtre de Brian Ruff n'aurait jamais été élucidé. Durant le procès, alors dans le but de minimiser sa responsabilité, Bradley a prétendu qu'étant diabétique, il avait tué son rival dans un état second. Cet argument a été rejeté par le juge. Si le meurtrier avait eu une crise d'hypoglycémie, il n'aurait pas été capable de le kidnapper sous la menace d'une arme, de le transporter dans le coffre de sa voiture et de l'exécuter dans un terrain de camping situé à 80 km de la mine. Et puis, pris de court, Bradley a proféré des confessions contradictoires. Il a d'abord dit éprouver des remords à l'égard de la victime et de sa famille. Puis, quelques minutes plus tard, il s'est parjuré. « Comment pourrais-je éprouver des remords pour un crime que je n'ai pas commis ?» s'est-il insurgé. Après une courte délibération, le jury a tranché et le juge a requis une condamnation à une peine de 40 ans de réclusion. Nous ressentons tous un sentiment d'horreur particulier lorsque des jeunes filles qui avaient toute la vie devant elles succombent à la barbarie pour n'avoir eu d'autre tort que d'être jolies et de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Les crimes perpétrés par des psychopathes incapables de réfréner leurs pulsions sexuelles et sanguinaires sont les cauchemars des enquêteurs. Dans ce cas, à la différence des meurtres ciblés et prémédités, aucun lien et aucun mobile ne relie l'assassin à sa victime. Le dénouement de l'enquête dépend alors presque exclusivement de la compétence et de l'intuition des experts scientifiques. 1981, une semaine avant la rentrée universitaire. Suzanne Shoemake rentre au campus de l'Université du Sud de l'Illinois à Carbondale. Elle a hâte de commencer sa licence. Elle venait de décrocher un job à la station radio locale. Elle devait animer une de leurs émissions. Sue Shoemake, section 3, description, narration et dialogue. Le 17 août, Suzanne quitte les locaux de la radio peu avant 18 h. Elle a rendez-vous avec l'une de ses amies pour dîner. Mais elle n'arrivera jamais. L'amie qu'elle devait retrouver pour dîner a appelé sa camarade de chambre, Mary. Mais Mary ne savait pas où elle était. Plus tard dans la soirée, vers minuit, elles ont commencé à appeler tous leurs amis. Elles l'ont cherchée partout. Le lendemain, toujours aucune trace de Suzanne. Ses amis décident de prévenir la police. Le soir, un policier remarque que la végétation a été piétinée près d'un chemin de terre que les étudiants empruntent pour traverser le campus. Il a commencé à avancer dans les herbes avec sa lampe torche. On n'y voyait rien. Les herbes étaient très hautes. Et puis, il a découvert le corps de Suzanne. On était complètement anéantis. Ça a été un moment absolument terrible. J'ai éclaté en sanglots. Ça a été vraiment terrible pour moi. D'après les premières observations, Suzanne a été battue, violée et étranglée. La police suppose que Suzanne a été agressée juste après avoir quitté la station de radio entre 18 h et 18 h 30. Autrement dit, elle a été assassinée en plein jour. Ça s'est passé en plein jour. Apparemment, elle s'était trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment, et c'était ça le plus effrayant.
La police demande à toute personne susceptible d'avoir vu ou entendu quelque chose de se manifester. Les enquêteurs interrogent également tous les camarades de Suzanne, y compris ses anciens petits amis. Il y avait des garçons qui avaient essayé de sortir avec elle, mais elle avait rejeté leurs avances. Donc bien sûr, ces gens sont devenus des suspects potentiels pour nous. Mais les enquêteurs doivent aussi envisager que le meurtrier puisse être un inconnu venu de l'extérieur. Vu que le corps avait été retrouvé dans un endroit qui se trouvait à proximité de nombreuses chambres universitaires, ils ont épluché la liste de tous les étudiants qui vivaient là. C'était une victime innocente. On a tous peur qu'un jour un monstre sorte de nulle part et s'en prenne à nous ou à ceux qu'on aime. C'est exactement ce qui est arrivé à Suzanne. La police apprend alors un élément capital. Le jour du meurtre de Suzanne, un homme ayant déjà été soupçonné dans 2 affaires de meurtre travaillait sur le chantier du nouveau gymnase du campus. Or, les 2 victimes étaient justement des étudiantes. Le chantier était à 200-300 mètres de là. Et il ne faut pas oublier que sur le campus, on voit passer 8 ou 9 000 jolies filles tous les jours. Pour les enquêteurs de l'époque, vu qu'une jeune fille venait de se faire violer et assassiner, c'était forcément lui. Après le meurtre de Suzanne Shoemake, John Paul Phillips est le suspect numéro 1. Il était connu en ville pour être un bagarreur. Je l'ai connu plus jeune et il était vraiment teigneux. J'ai eu affaire à lui quand il avait 15 ou 16 ans pour une histoire de bagarre. Il avait frappé un gamin avec une batte de baseball. Phillips a déjà été soupçonné du viol et du meurtre de 2 étudiantes 5 ans auparavant. Teresa Clark, 21 ans, a été violée et assassinée dans son appartement à l'extérieur du campus. À l'époque, John Paul Phillips vivait à seulement 30 mètres de chez elle. On a exploité toutes les pistes. Il n'y avait aucune empreinte digitale et les analyses ADN n'existaient pas encore. On n'avait pas de témoins, on n'avait pas grand-chose, mais on était presque sûr que c'était lui. 1 an plus tard, Kathleen McSharry se fait violer et poignarder dans son appartement. Là encore, John Paul Phillips vivait dans les alentours. Là encore, on n'avait pas d'ADN, pas d'empreinte digitale, mais devinez où habitait John Paul, juste à côté de chez elle. À l'époque, les preuves ne sont pas suffisantes pour arrêter John Paul Phillips. Mais dans l'affaire Suzanne Shoemake, la police a enfin un indice. Lors de son autopsie, le médecin légiste trouve 2 poils sur son corps, vraisemblablement ceux du tueur. Sur le corps de Suzanne, ils ont retrouvé un poil, et un poil pubien. Phillips accepte de fournir des échantillons, mais après un examen au microscope, il s'avère que ces poils ne correspondent pas à ceux retrouvés sur le corps de la victime, et il est éliminé de la liste des suspects. Malgré les résultats d'analyse, la famille de Suzanne reste persuadée que Phillips est bien l'assassin. Ils n'ont pas interpellé Phillips, ils ne l'ont pas arrêté, ils ne l'ont pas inculpé. Et à l'époque, je n'avais pas compris pourquoi, parce que pour moi, il y avait suffisamment d'éléments contre lui. Un prédateur sème la terreur sur le campus de l'Université du Sud de l'Illinois. Ses proies sont de jeunes et jolies étudiantes, et Suzanne Shoemake est la dernière d'entre elles, car vraisemblablement, l'homme a déjà assassiné 2 autres jeunes filles à quelques jours d'intervalle. Alors, en recoupant ces informations, la police arrête un certain John Paul Phillips, suspecté par ailleurs du viol et du meurtre de 2 autres étudiantes 5 ans plus tôt. Alors est-il le tueur en série? Ou ces meurtres n'ont-ils aucun lien entre eux? Le profil génétique de Phillips ne correspondant pas au poil pubien retrouvé sur le cadavre de Suzanne Shoemake, il est remis en liberté. Mais ce choix n'est-il pas prématuré? Plus tard, Phillips se rend coupable de plusieurs agressions et finit par être incarcéré. Il est allé au bord du lac Devil's Kitchen, et là il a aperçu une jeune fille avec son petit ami qui campait. Il les a agressés avec une arme, et après il a aussi kidnappé une autre jeune fille à Carterville. Mais dans l'affaire Suzanne Shoemake, la police tient enfin une piste. Les enquêteurs retrouvent son sac à dos dans une rivière, derrière les dortoirs.
Son portefeuille a disparu. D'après ses amis, elle avait toujours au moins 20 $ sur elle. L'un des hommes d'entretien du campus trouve ensuite une trousse de toilette rouge non loin de l'endroit où le corps de Suzanne a été retrouvé. À l'intérieur, certains objets permettent d'identifier son propriétaire. Dedans, il y avait un tube de médicaments au nom de Daniel Wollaston et la prescription venait du centre de détention de Maynard. Ils ont fait des recherches et ils ont découvert qu'il était en liberté conditionnelle. Donc ils ont décidé de s'intéresser à lui d'un peu plus près. Daniel Wollaston, 21 ans, sort à peine de prison où il purgeait une peine pour cambriolage. Au moment du meurtre, il travaillait comme homme à tout faire sur le campus. Il travaillait dans une résidence qui se trouvait à environ 400 mètres de la scène de crime. Lors de son interrogatoire, Wollaston prétend qu'il était avec une amie le soir où Suzanne a été tuée. Les enquêteurs sont partis avec lui dans différents endroits pour essayer de retrouver la personne avec qui il prétendait avoir passé la nuit, mais sans succès. Wollaston se montre très coopératif et accepte de fournir quelques-uns de ses cheveux à la police. Mais lorsque les enquêteurs reviennent le lendemain pour l'interroger, il a disparu. Dans sa chambre, il retrouve une lettre déchirée. Certains morceaux sont dans les toilettes, d'autres dans la poubelle. Ça ressemblait à une lettre d'adieu. Je ne sais pas pourquoi ça tombe toujours sur moi. Je ne supporterai pas de retourner en prison. C'est mieux comme ça. La police continue de chercher Wollaston, jusqu'à ce que les experts comparent ses poils à ceux retrouvés sur le corps de Suzanne. Ils ne correspondent pas à ceux du tueur. Il est donc lui aussi éliminé de la liste des suspects. L'enquête semble au point mort. À l'époque, John Paul Phillips est en prison pour enlèvement et viol, et un jour, il se vante de ses meurtres auprès d'un codétenu, Thomas Mokaby. Un jour, dans sa cellule, il a raconté tout ce qu'il avait fait à Thomas Mokaby et il lui a donné des détails sur les meurtres que seul le coupable pouvait connaître. Phillips donne des détails sur les meurtres des deux étudiantes Kathleen McSharry et Teresa Clark. Il prétend aussi avoir fait une troisième victime, une serveuse, Joan Weatherall. Mais il ne fait aucune allusion à Suzanne Shoemake. Il en avait tué 3, alors pourquoi pas 4 ? Il n'a jamais parlé de Suzanne Shoemake, mais à l'époque, tout laissait penser que c'était lui qui l'avait tuée. Les enquêteurs pensent que John Paul Phillips a aussi tué Suzanne Shoemake. Mais s'ils se trompent, cela signifie que le véritable coupable est toujours en liberté. En novembre 1986, John Paul Phillips est jugé pour le meurtre de Joan Weatherall, l'une des 3 jeunes femmes qu'il a avoué avoir tuées à son codétenu. À la fin, le juge a dit que ça ne lui suffisait pas et qu'il avait assez d'éléments pour le faire accuser des 2 autres meurtres. Et il l'a dit pendant l'audience publique. Le jour du verdict, Phillips s'adresse à la cour. Il a dit, je le cite, « C'est pas moi, mais j'espère qu'elle l'a senti passer. » Quand il a entendu ça, le juge l'a immédiatement condamné à la peine capitale et ils l'ont transféré dans le couloir de la mort. Mais Phillips ne sera jamais exécuté. Il meurt en prison d'une crise cardiaque à l'âge de 40 ans. Il s'est toujours vanté d'avoir tué 3 femmes, mais il n'a jamais mentionné Suzanne Shoemake. Pourtant, la famille de la jeune femme reste persuadée de sa culpabilité. On était persuadés qu'il l'avait tué. Il a été incarcéré et il est mort en prison. Donc toute ma famille s'est dit, c'est bon, on tourne la page. C'est fini, il est mort. Mais d'autres n'en sont pas si sûrs, tout simplement parce que dans l'affaire Shoemake, le mode opératoire n'est pas exactement le même que pour les autres meurtres. Les autres meurtres avaient été commis la nuit, mais ce n'était pas le cas dans l'affaire Suzanne Shoemake. C'est un détail, mais c'était suffisant pour avoir un doute. Le lieutenant Paul Eccles était à l'université avec Suzanne et il a gardé l'une des photos qui avait été versée au dossier. Cette photo avait immortalisé un moment de bonheur tout simple. On voyait un père posé tout fier avec sa fille. Et ça faisait bizarre de la regarder en sachant qu'elle avait été assassinée. C'est quelque chose qui m'a toujours troublé. En 2000, presque 20 ans après le meurtre de Suzanne, une nouvelle technique d'analyse ADN appelée PCR voit le jour.
Celle-ci permet désormais d'établir un profil ADN à partir d'une petite quantité de matière biologique, alors que jusqu'à présent, ce type d'analyse nécessitait des échantillons plus importants. En gros, cette technique permet de photocopier l'ADN. Elle permet de répliquer les séquences d'ADN que l'on veut analyser. 20 ans se sont écoulés depuis le meurtre, toujours non élucidé, de Susan Shoemaker. Et la famille de l'étudiante désespère que justice soit un jour rendue. John Paul Phillips a avoué avoir violé et assassiné 3 autres jeunes femmes, mais il n'a pas revendiqué le meurtre de Susan avant de succomber à un arrêt cardiaque dans sa cellule, et une comparaison ADN a confirmé. Tandis que l'enquête s'enlise, la biologie appliquée aux affaires criminelles fait-elle des pas de géant. En 1985, une équipe de chercheurs californiens met au point une technique d'amplification et de duplication automatique de l'ADN. Cette méthode permet dès lors d'établir des profils génétiques à partir d'une 50aine de cellules. Cependant, pour révolutionnaire qu'elle soit, cette technique augmente les risques de contamination d'un scellé par les policiers ou les analystes. Grâce à cette technique, les experts analysent les prélèvements réalisés lors de l'autopsie de Susan et ils parviennent à établir le profil génétique de son assassin. Le profil génétique est envoyé en Illinois pour être comparé aux matières génétiques prélevées 20 ans plus tôt sur le corps de Susan Shoemaker. Il s'agit de l'ADN de Daniel Wollaston. On était aux anges, bien sûr. Chez nous, dans la police, c'est ce qu'on appelle décrocher le gros lot. Mais d'autres analyses ADN devront être effectuées pour confirmer ces premiers résultats. Nous venons de le voir, les policiers ont utilisé un subterfuge pour obtenir des échantillons d'ADN de Daniel Wollaston, devenu le principal suspect dans l'assassinat de Susan Shoemaker, survenu, je le rappelle, 20 ans plus tôt. Ils ont prélevé et analysé des mégots de cigarettes dans le cendrier de la voiture qu'il avait revendue. Cette procédure peut nous paraître choquante. Elle est pourtant légale aux États-Unis. Car si un suspect refuse de coopérer de son plein gré, les policiers peuvent recueillir à son insu des indices à charge, à condition de ne pas violer son espace privé. Dans notre affaire, cette méthode s'avère payante. L'ADN de Wollaston est identique à celui isolé sur le corps de Susan. Il importe dès lors d'éviter à tout prix que Wollaston se volatilise à nouveau. Et pour y parvenir, le lieutenant Eccles a sa petite idée. Il lui fait croire qu'il a d'autres preuves contre lui. Il fallait absolument que j'arrive à lui soutirer des informations suffisamment solides pour demander un mandat d'arrêt contre lui. Je lui ai fait croire que j'avais un témoin, ce qui était complètement faux. Je lui ai raconté qu'un de ses collègues qui travaillait avec lui dans la résidence universitaire était venu nous voir pour nous dire qu'il l'avait vu passer dans les environs avec un sac à dos jaune la nuit du meurtre. J'ai même été un peu plus loin en lui faisant croire qu'on avait relevé des empreintes dessus et que c'était les siennes. Et là, tout de suite, sans que j'aie eu à dire quoi que ce soit d'autre, il m'a dit « Je n'ai pris que $10 dans ce sac ». Là, j'ai su que je le tenais. Il s'est fait avoir comme un débutant. Wollaston est arrêté et la cour l'oblige à fournir un nouvel échantillon d'ADN. Les résultats sont sans appel. L'ADN prélevé sur le corps de Susan Shoemaker est bien le sien. J'en connaissais suffisamment sur l'ADN pour savoir que les chances pour qu'il y ait une erreur étaient, dans ce cas, de 1 sur 300 millions, suivant l'estimation la plus modeste. Le procureur ne comprend pas le mobile du meurtre. Il suppose que Wollaston a croisé Susan alors qu'elle marchait seule sur le sentier et qu'il a eu envie de s'en prendre à elle. C'était la fin de la journée et personne n'a entendu les cris de la jeune femme. Il laisse derrière lui son ADN, puis il s'enfuit en emportant son sac à dos. Il vole les $10 qui étaient dans son portefeuille avant de jeter le sac dans la rivière, mais en quittant les lieux, il fait tomber sa trousse de toilette avec à l'intérieur une prescription médicale à son nom.
Il s'en est pris à elle comme ça, sur une impulsion. C'est ça le plus effrayant. Il ne l'avait pas suivie, il n'avait rien prémédité, c'est simplement qu'elle s'est trouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Malgré les preuves accablantes qui pèsent contre lui, Wollaston plaide non coupable. En mars 2006, 20 ans après le meurtre de Suzanne, il est jugé coupable d'assassinat et condamné à 40 ans de réclusion criminelle. Depuis, l'université a fait construire une passerelle afin que les étudiants n'aient plus à emprunter les petits sentiers où Suzanne a été assassinée. En souvenir de l'étudiante, la passerelle porte son nom. Un jour, ma femme m'a dit « Je me demande combien ça coûte de faire construire une passerelle comme ça. » Je lui ai répondu « Je ne sais pas, mais en tout cas, il a fallu la mort de Suzanne pour qu'il le fasse. » Tout ce qu'on fait, on le fait pour ça, pour que justice soit faite, parce que les familles méritent au moins ça. C'est pour elles qu'on va jusqu'au bout. Après le procès, je suis retournée sur les lieux. Et j'ai été frappée de voir que je n'étais pas la seule. Des gens étaient venus déposer des fleurs, des ballons. De toute évidence, ils avaient ressenti le besoin d'aller là-bas. Ça m'a beaucoup touchée. Au cours du procès, 19 témoins ont été appelés à la barre. La plupart d'entre eux étaient des policiers à la retraite ayant participé à l'enquête. Pour semer le trouble dans les esprits, l'avocat de la défense a contesté la validité des tests de l'ADN polymérase. Selon lui, les risques d'erreur et de contamination des échantillons n'offraient pas les garanties suffisantes pour incriminer son client. Pour contrecarrer cet argument, un enquêteur a utilisé une métaphore qui a fait basculer en quelque sorte le jury en sa faveur. Il a dit: imaginez un terrain de football capable d'accueillir 290 millions de personnes. Toutes les personnes dont l'ADN ne correspondrait pas à celui retrouvé sur la scène de crime s'assieraient en même temps. Eh bien, la seule personne restant debout serait l'auteur du meurtre. Et c'est vous, Dalian Wollaston, a hurlé le policier en désignant le prévenu. Après avoir délibéré 1h30, le jury a rendu son verdict, reconnaissant Wollaston coupable d'homicide avec préméditation. Alors, une fois la sentence prononcée condamnant Wollaston à une peine de 40 ans de prison, des centaines d'habitants de Carbondale sont allés déposer des tulipes jaunes et des ballons à l'effigie de Suzanne le long du sentier où elle avait été sauvagement assassinée. Cette émission est maintenant terminée. Merci d'avoir suivi. J'aurai grand plaisir à vous retrouver prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Bonjour. Soyez les bienvenus sur ce plateau pour 2 nouveaux épisodes de vos Enquêtes Impossibles. De la loupe de Sherlock Holmes au microscope électronique, de la première autopsie méthodique réalisée au milieu du XVIe siècle à l'établissement d'un profil ADN à partir de cellules dupliquées et amplifiées, de tout temps, policiers et magistrats se sont toujours appuyés sur les technologies pour démasquer et condamner les criminels. Cette volonté d'étayer l'accusation sur des preuves matérielles limite aussi les risques d'erreur judiciaire. Car, comme vous allez le découvrir dans notre première affaire, la frontière qui sépare coupable et innocent ne tient souvent qu'à d'infinis détails. Depuis qu'elle est toute petite, Tamika Huston veut être chanteuse. Beaucoup de personnes de son entourage pensent qu'elle en a le talent. Elle adorait chanter, elle s'entraînait tout le temps. Elle avait fait les essais pour la nouvelle star. Elle avait passé la journée à attendre et ça a vraiment été un coup dur quand elle n'a pas été prise. Elle comprend à quel point c'est difficile de percer dans le show business. Et à 24 ans, elle décide d'intégrer une école d'infirmière. Avec la fin de l'année et l'arrivée des grandes vacances, elle a enfin du temps pour elle. Elle ne devait plus aller en cours et elle n'avait pas de travail. Elle était très spontanée. C'était le genre de fille à sauter dans sa voiture pour partir à l'aventure.
C'est ce que pense sa famille quand elle n'arrive pas à la joindre. Mais au bout de 2 semaines, ses proches commencent à s'inquiéter. J'ai appelé la police pour leur dire qu'il y avait un problème. Je ne savais pas où était ma nièce. Elle ne répondait pas à nos appels. Tamika avait 24 ans. À cet âge, si on n'a pas envie de rappeler, on ne rappelle pas. La police de Spartanburg, en Caroline du Sud, se rend au domicile de Tamika. Sa voiture n'est plus là et les portes de la maison sont fermées à clé. Néanmoins, les policiers parviennent à entrer grâce à une fenêtre laissée ouverte. Dans la pièce du fond, la police trouve la chienne de Tamika ainsi que ses chiots complètement affamés. Je me souviens que l'enquêteur est venu me dire qu'elle adorait les animaux et qu'elle ne les aurait jamais abandonnés. Il n'y a aucun signe de lutte, ni aucun indice sur l'endroit où elle pourrait se trouver. La police lance un avis de recherche sur sa voiture, une Honda noire de 1991. Elle aurait pu avoir un accident, ce qui bien sûr reste très triste. Mais ce n'est pas un crime. Sa famille et ses amis collent des photos de Tamika dans toute la ville. En tant que mère, c'est très difficile de ne pas savoir où se trouve ma fille. J'espère qu'elle va bien et qu'elle est en sécurité. La police vérifie les relevés du téléphone portable et des cartes de crédit de Tamika. Il n'y a aucune activité depuis sa disparition. Son ex-petit ami, Terence Moss, va voir la police pour proposer son aide. Il vivait avec elle jusqu'à ce qu'ils se séparent 3 mois plus tôt. Il y a eu un incident chez elle et elle a accusé son petit ami de la frapper. S'il y avait bien quelqu'un que la police pouvait trouver suspect, c'était Terence Moss. Moss affirme ne rien savoir sur la disparition de Tamika, mais confirme cependant que les accusations pour coups et blessures étaient fondées. L'incident ne se serait produit qu'une seule fois. Je lui ai donné un coup de poing, je l'ai frappé. Et je suis tombé à genoux et je me suis mis à prier. J'ai compris que j'avais trop de démons à combattre et que, si on en venait aux mains, il était temps qu'on se sépare. À la suite de cet incident, Tamika porte plainte contre Moss. Elle disparaît 2 semaines avant de devoir témoigner au tribunal. Elle avait été victime de violence. Elle devait se présenter au tribunal pour témoigner contre lui. C'est alors que la locataire d'un immeuble voisin appelle la police avec des informations. On distribuait des prospectus dans toute la ville. Le visage de Tamika était connu de tout le monde dans le quartier. Une femme a vu une affiche avec la description et la photo de la voiture. Elle a dit que ça ressemblait à la voiture garée derrière les appartements Barksdale. Elle a raison. C'est bien la voiture de Tamika, garée à 6 km de chez elle. Les voitures sont très faciles à identifier grâce aux plaques d'immatriculation et grâce à leur numéro de série. Elles sont presque plus facilement identifiables que les individus. Aucun des habitants de l'immeuble n'a vu qui était au volant de la voiture. Pour quelle raison l'a-t-elle laissée sur un parking à 6 km de son domicile? A-t-elle été enlevée? Est-elle retenue prisonnière? A-t-elle été assassinée? Munis d'un mandat de perquisition, les enquêteurs inspectent les appartements de l'immeuble jouxtant le parking. En vain. Ils ne trouvent ni traces de sang, ni signes de lutte, ni preuves médico-légales leur permettant de faire progresser l'enquête. Le seul indice est une empreinte partielle qui ne correspond ni à Terence Moss, l'ex-petit ami de Tamika, ni à quelqu'un figurant dans le fichier de la police. La voiture n'a pas été la découverte du siècle pour les inspecteurs. Mais les enquêteurs trouvent tout de même un trousseau de clés au pied du siège passager. Sur le trousseau, il y avait une clé de voiture et une clé de maison. Aucune d'elles n'ouvre la voiture de Tamika. Donc on s'est dit que c'était peut-être les clés de sa maison. Mais c'est aussi une impasse. Les clés n'appartenaient pas à Tamika Hudson. Peut-être qu'elles appartenaient à la personne responsable de sa disparition. La police cherche des empreintes, mais n'en trouve aucune. Les inspecteurs remarquent un code sur l'une des clés. Il y avait une inscription. Il était écrit AA14. Rien qui nous dise où elle avait été fabriquée ou par qui. C'était juste une clé gravée. La police montre les clés à tous les serruriers du quartier. Par miracle, l'un d'entre eux la reconnaît. Il nous a dit
Je peux vous dire pour qui je l'ai faite. Il sort son registre et au bout d'un moment, il finit par trouver à quoi correspond le code. C'était les appartements de Fremont School. C'était vraiment une information capitale, très importante. C'est incroyable de voir la chance que les policiers ont eue. Ce bâtiment était auparavant une école primaire que la municipalité a transformée en immeuble. Les inspecteurs essaient la clé dans les 46 appartements et étrangement, aucune serrure ne cède. Seule une porte finit par s'ouvrir. Elle ouvrait une porte au sous-sol. Quand on a poussé cette porte, on a vu que c'était un ancien appartement qui n'était plus en location à cause de problèmes d'inondation. Les enquêteurs demandent aux techniciens de vérifier s'il y a des preuves médico-légales à l'intérieur de cette pièce. On a saisi tous les indices qu'on a trouvés dans l'appartement, et il y en avait un paquet. On a retrouvé de l'ADN venant de Tamika, mais on n'a rien trouvé non plus. Encore une impasse. Personne dans l'immeuble n'a vu de jeune femme correspondant à la description de Tamika. On a eu beaucoup de faux espoirs à ce moment-là. C'est alors que le gérant fournit une explication plausible. Lorsqu'un locataire est expulsé, il arrive souvent qu'on change complètement la serrure de l'appartement et qu'on la remplace par la serrure d'un autre appartement. Comme ça, celui qui a été expulsé ne peut pas revenir avec un double de la clé pour rentrer dans l'appartement. Malheureusement, le gérant ne garde pas de registre sur les changements de serrure. Cela signifie que la serrure de l'appartement du sous-sol peut provenir de n'importe quel autre logement. La meilleure amie de Tamika a parlé d'un certain Chris qu'elle avait commencé à voir peu avant sa disparition. Il n'y a qu'un seul Chris sur la liste des locataires, Christopher Hampton. Il a été expulsé de l'immeuble 1 mois après la disparition de Tamika. Il a aussi un casier judiciaire. Il a passé 4 ans en prison pour braquage de banque. Les enquêteurs retrouvent Chris Hampton. Il est en prison. Il purge une peine de 30 jours pour violation de liberté conditionnelle. Mais d'après son casier, il était libre au moment de la disparition de Tamika. Mais ces empreintes ne correspondent pas à l'empreinte partielle retrouvée dans la voiture. Par chance, l'enquête va connaître une avancée majeure. L'ex-petite amie de Chris, la mère de ses 2 enfants, contacte la police. Elle explique que Chris lui a envoyé son portefeuille pour qu'elle le conserve, car il ne pouvait pas le garder en prison. Si on voulait l'analyser, elle pouvait nous le donner. Elle dit avoir appelé la police car elle suit les dernières nouvelles concernant la disparition de Tamika, et elle sait que Chris a vécu dans les appartements de Fremont. Elle leur apprend également qu'il y a une petite tache de sang sur le portefeuille. C'était très important. Si les médias n'avaient pas parlé de l'affaire, elle ne nous aurait jamais appelés. J'ai examiné la photo, j'ai trouvé la tache de sang. J'ai fait les tests pour vérifier que c'était du sang. Le résultat était positif. À qui appartient ce sang? Pour trouver la réponse, ils doivent le comparer à l'ADN de la famille de Tamika. Dans ce cas précis, on avait les 2 parents, donc on pouvait facilement dire si cet échantillon de sang appartenait ou non à leurs enfants. Si le test ADN s'avérait concluant, Hampton deviendrait le principal suspect de la disparition, voire du meurtre, de la jeune femme. Et Terence Moss, son compagnon, serait provisoirement disculpé. Les tests ADN ne laissent planer aucun doute. Le sang est celui de Tamika. Lorsque les inspecteurs le confrontent à ces résultats, Chris Hampton nie toujours. Ce qui est arrivé à Tamika est arrivé dans cet appartement. Non, je crois pas. Comment vous savez? Le sang peut être à n'importe qui. Non, c'est pas possible. Tu crois que ça fait combien de temps qu'on fait ce boulot? On sait analyser du sang. Je crois pas. L'ADN, tu connais? Ouais. Mais poursuivre un suspect sans victime est difficile. On n'avait toujours pas trouvé son corps. On avait juste des animaux abandonnés, une fille qui n'avait pas appelé sa famille, une blessure avec un peu de sang et une voiture abandonnée. Ça fait beaucoup de preuves indirectes qui indiquent que quelque chose de grave s'est produit.
Mais il reste plusieurs possibilités. Le meurtre, l'homicide involontaire, la légitime défense ou l'accident. Comment savoir, dans cette situation, de quel cas de figure il s'agit? 14 mois après la disparition de Tamika Hudson, son ex-petit ami Terence Moss n'est plus considéré comme suspect. Une jeune femme contacte la police pour lui raconter qu'elle était dans cet appartement avec Chris Hampton à l'époque de la disparition de Tamika. Elle affirme qu'elle y a vu quelque chose de suspect. Il y avait une grande tache brune sur le sol de la chambre et la commode était poussée de façon à cacher la porte du placard, ce qui était bizarre. Nous sommes dans l'appartement 215 du complexe de Fremont. Voici l'entrée. Là, c'est le salon. Les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition et découvrent que la chambre a été nettoyée, comme l'affirme le témoin. Quand les forces de l'ordre voient de l'eau de Javel, ils pensent tout de suite à une scène de crime qu'on aurait voulu nettoyer, surtout s'il y avait du sang. En général, elles cherchent plus loin. Quand on a enlevé la moquette, on a vu une grande tache brun-rouge en dessous qui s'incrustait dans le plancher. L'analyse de la tache de sang révèle qu'il s'agit de sang humain. Il avait loué une shampouineuse à moquette et il avait demandé des informations pour la tache en disant que c'était du ketchup. Ils ont recherché la shampouineuse grâce au numéro de série et ils ont voulu faire des tests ADN. Mais elle avait été réutilisée entre-temps. Donc ça posait déjà pas mal de problèmes, rien que pour faire les analyses. Et c'était aussi très compliqué en termes de procédure juridique, parce que la machine avait nettoyé la moitié de la ville et on ne pouvait pas savoir à quoi correspondaient les ADN. La police découvre d'autres traces de sang dans l'appartement. Il y avait non seulement du sang dans la chambre, mais aussi dans le placard. Ce qu'on trouvait encore plus intéressant, parce qu'on ne comprenait pas comment il avait pu arriver là. Les techniciens vaporisent du luminol dans toutes les pièces de l'appartement et découvrent davantage de sang. En produisant une brillance caractéristique lorsque des surfaces sont exposées à une lumière ultraviolette, la fluorescéine et le luminol sont des produits qui réagissent au fer contenu dans l'hémoglobine des globules rouges du sang. Alors utilisé à l'origine par les chasseurs américains pour suivre à la trace le gibier blessé, le luminol a été perfectionné en France sous le nom de Blue Star, dans une pièce plongée dans l'obscurité. Le Blue Star, associé à une lumière fluorescente, révèle les traces de sang invisibles à l'œil nu. Le sang est particulièrement difficile à nettoyer puisqu'on estime que 200 litres d'eau sont nécessaires pour en diluer 1 litre et le faire partiellement disparaître. Quand on voit autant de sang, on comprend tout de suite qu'un crime violent s'est produit. On a compris immédiatement qu'elle avait été déplacée et mise dans le placard. Elle avait dû y rester un moment parce que la tache dans le placard avait la forme d'une tête. Avec les analyses qu'on peut faire de nos jours, on peut déterminer le sexe de la victime. On savait que c'était une femme. On avait un profil complet. Les 13 marqueurs étaient bien là. Des analyses plus poussées confirment qu'il s'agit bien de l'ADN de Tamika. Il l'a laissé dans le placard et il est sorti se trouver une fille avec qui il a eu des rapports sexuels chez lui. Il a dîné et ensuite il a dû se demander ce qu'il allait faire du corps. Lorsque les enquêteurs montrent à Chris Hampton ce qu'ils ont trouvé, il se refuse à tout commentaire. Il comprend ensuite que les indices sont trop éloquents et fait une proposition à la police. Il se lève et nous dit « On y va ». On a répondu « Où est-ce qu'on va ? Tu veux qu'on aille à la prison ou tu vas nous dire où elle est ?» Il nous a répondu « Je vais vous montrer où elle est ». Il conduit les enquêteurs dans une zone boisée située à 20 km de là et leur indique l'endroit exact où il a enterré le corps de Tamika. Il leur affirme qu'il est sûr de lui car il a laissé une indication. Il nous a dit qu'il avait fait une marque avec des troncs d'arbres qu'il avait trouvés et disposés sur le sol en forme de croix. Dans une tombe peu profonde, les enquêteurs trouvent les restes d'une femme. Les fichiers dentaires confirment qu'il s'agit bien de Tamika. Ça a été vraiment une période très difficile pour notre famille.
Et c'était horrible de voir ma sœur souffrir autant. On ne se remet jamais de la perte d'un enfant. C'était comme si quelqu'un vous enfonçait un poignard. Vous poignardez la poitrine avec un fer brûlant, en plein cœur. Il n'y a pas d'autre moyen de le décrire. Chris Hampton raconte à la police que Tamika est passé le voir alors qu'il était en train de repasser. Une dispute a éclaté parce qu'il voyait d'autres femmes. Il avoue avoir perdu son sang-froid et l'avoir frappé à la tête avec le fer à repasser. Une fine goutte de sang atterrit sur son portefeuille. Le sang coule aussi sur la moquette. Les preuves indiquent que Chris a enveloppé Tamika dans un drap et l'a mise dans le placard. Il a ensuite placé la commode juste devant. Plus tard ce soir-là, il ramène une autre femme chez lui et aperçoit la tache de sang. Le lendemain, il utilise la voiture d'un ami pour transporter le corps dans les bois, où il l'enterre. Hampton loue une shampouineuse et enlève autant de sang que possible, mais il ne peut pas tout ôter et laisse beaucoup d'ADN sur la scène de crime. Plus tard, alors qu'il abandonne la voiture de Tamika à proximité d'un immeuble voisin, il laisse tomber ses clés par inadvertance sous le siège passager. Un trousseau de clés qui mène directement la police à sa porte, grâce à l'inscription qui est gravée dessus. Si on n'avait pas trouvé à quoi correspondaient ces clés, on serait sûrement encore en train de chercher Tamika. J'imagine que les policiers ont eu envie d'embrasser le serrurier qui leur a répondu « Oui, je reconnais cette clé ». Au début, Chris Hampton affirme qu'il s'agit d'un accident. Mais Chris change de version le premier jour du procès. Êtes-vous coupable des crimes dont on vous accuse? Oui, votre honneur. Christopher Hampton a plaidé coupable le jour où on a désigné le jury. J'ai été surpris qu'il fasse ça. On était prêts et on avait un discours qui était déjà préparé. J'allais m'occuper de l'affaire avec un collègue du bureau du procureur. On était prêts. Chris Hampton est déclaré coupable et condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération. Sans cette inscription AA14 sur les clés, il aurait pu s'en sortir. Il a bien failli. La morale de l'histoire, c'est qu'on ne sait jamais ce qui pourra avoir de l'importance tant que le procès n'est pas fini. Dans cette affaire, une simple clé nous a menés à la scène de crime. En ordonnant aux policiers de poursuivre leurs investigations sans certitude de résultat, juges et procureurs ont évité de commettre une erreur judiciaire. Sage décision, surtout lorsque l'on sait qu'aux États-Unis, des centaines d'innocents croupissent dans le couloir de la mort dans l'attente de leur exécution. Depuis 1973, grâce à des associations de défense des droits de l'homme, 119 d'entre eux ont néanmoins pu bénéficier d'un nouveau procès et être disculpés. Mettant à profit le délai qui leur était accordé, les policiers ont ensuite été capables d'exploiter 3 éléments déterminants. Retracer l'origine de la clé retrouvée dans la voiture de la disparue. Médiatiser suffisamment l'affaire pour convaincre l'ex-petit ami du tueur de leur communiquer son portefeuille taché de sang. Et enfin, confronter l'ADN du prédateur au prélèvement sanguin recueilli sur la scène de crime. Sachez encore qu'une fois le verdict prononcé, Christopher Hampton a confié au reporter d'un journal local qu'il n'avait pas prémédité l'assassinat de la jeune femme. Après l'avoir frappée mortellement dans un excès de rage, il avait enterré son cadavre. Et puis, pris de remords, il l'aurait déterré avec l'intention de se livrer à la police, avant de l'enterrer à nouveau, dans l'espoir cette fois d'échapper à la justice. L'histoire moderne de la criminalité peut brièvement se résumer à une course de vitesse entre la sauvagerie des assassins et l'ingéniosité des enquêteurs. Et dans ce combat à l'issue incertaine, dès le milieu du XIXe siècle, la science est devenue
la meilleure alliée des policiers. Des fiches anthropométriques d'Alphonse Bertillon, au logiciel capable de déjouer aujourd'hui les attaques informatiques, les technologies les plus sophistiquées ont complété avec efficacité les techniques d'investigation traditionnelles. L'affaire que je vous invite à suivre maintenant en est la parfaite illustration. Tammy Tatum rencontre pour la première fois Jim Meadow à Longmont, dans le Colorado. Le courant passe tout de suite entre eux. Très vite, ils décident de s'installer ensemble et de fonder une famille. Elle m'a appelée dès qu'elle a découvert qu'elle était enceinte. Elle était tellement contente. Son rêve devenait enfin réalité. Son désir le plus cher était de devenir une épouse et une mère. Tammy donne naissance à une magnifique petite fille. Le couple la prénomme Sadie. Mais peu de temps après l'arrivée du bébé, la vie idyllique du couple se transforme en cauchemar. Jim Meadow avait un sérieux problème avec l'alcool. Il se saoulait et s'attirait des ennuis. Il a été arrêté plusieurs fois pour conduite en état d'ivresse. Jim est aussi impliqué dans une violente altercation dans une épicerie locale. Il avait bu et il a commencé à se battre avec l'un des clients du magasin. Il a essayé de l'étrangler. Il est poursuivi pour trouble à l'ordre public. Mais bientôt, c'est Tammy qui devient la cible de la brutalité de son mari. Des amis du couple ont raconté qu'il la battait souvent. Jim se saoulait, puis il se défoulait sur Tammy. On nous a même rapporté qu'il avait essayé de l'étrangler. Leur relation était dominée par la violence. Elle s'était confiée à moi. Elle m'en avait parlé plusieurs fois. Ma mère était aussi au courant, elle me l'a dit. Après une 4e arrestation pour conduite en état d'ivresse, Jim est condamné à passer 6 mois dans un centre de désintoxication proche de son domicile. C'est une sorte de centre résidentiel où les pensionnaires peuvent vivre et travailler normalement. Ils y rentrent le soir. Ils sont encadrés dans une structure et ils se plient aux ordres du tribunal. Jim vit là-bas, mais tous les matins, Tammy passe le chercher pour le conduire au garage où il travaille. Mais un jour, elle ne vient pas. Jim raconte ensuite à la police qu'il a marché jusqu'à leur appartement pour savoir pourquoi elle avait manqué leur rendez-vous. La porte est fermée à clé et il l'enfonce pour entrer. Nous entrons dans l'appartement numéro 2. Voici la cuisine. Le corps était sur le lit. Elle avait les bras au-dessus de la tête. Ce n'est pas une position naturelle, surtout quand quelqu'un essaie de se défendre pendant qu'on l'étrangle. Le corps avait été disposé comme ça après la mort. L'enfant du couple n'est pas blessé. Le médecin légiste établit que Tammy a été étranglée plusieurs heures avant que son corps ne soit découvert. Pour les enquêteurs, le mobile du tueur ne fait aucun doute. C'était un crime sexuel. Elle avait des contusions au niveau de la poitrine et du vagin. Mais il n'y avait aucune preuve évidente d'agression sexuelle. La cause du décès donne une indication sur l'identité du meurtrier. L'étranglement indique qu'il y a des motifs personnels dans ce crime. On s'est dit qu'il était fort probable que le tueur connaisse la victime. Jim Meadow devient alors le principal suspect. Ses amis avaient vu Tammy avec un œil au beurre noir à peine un mois avant le meurtre. Quand j'ai appris qu'elle avait été assassinée, j'ai tout de suite pensé qu'elle avait sans doute décidé de le quitter et qu'ils s'étaient violemment disputés. Et il avait fini par la tuer. L'un des pensionnaires du centre de désintoxication, Rudy Guettan, raconte à la police qu'il est persuadé que Jim est le tueur. Il a dit qu'il lui arracherait le cœur s'il la surprenait en train de le tromper. Il a répété plusieurs fois aux autres pensionnaires qu'il serait capable de la tuer. Il a même dit qu'il pourrait l'étrangler. On a commencé à nous brosser le triste tableau d'une femme victime de violences domestiques. Jim affirme qu'il était au centre de désintoxication au moment du meurtre. L'autopsie indique qu'il a eu lieu entre 21h et 9h du matin. Selon les registres, il est arrivé au centre à 21h43. Toutefois,
l'appartement du couple ne se trouve qu'à 15 minutes à pied du centre. L'alibi de Jim est donc fragilisé. Il a très bien pu commettre le crime, puis quitter l'appartement et retourner au centre de désintoxication. Mais les enquêteurs font une autre découverte dans l'appartement qui ne fait que confirmer leurs soupçons envers Jim. Jim Meadow, le mari de Tammy Tatum, est le principal suspect du meurtre de sa femme. Au stade où nous en sommes arrivés dans le déroulement de cette enquête, chaque information recueillie par les enquêteurs constitue un élément à charge contre Jim Meadow, l'époux de Tammy Tatum et le père de son enfant. Meadow souffre d'une addiction alcoolique, ce qui entraîne chez lui des comportements violents, auxquels s'ajoute une jalousie chronique. C'est lui qui a découvert le cadavre de son épouse. L'agresseur n'a pas pénétré dans l'appartement par effraction, et il connaissait parfaitement sa configuration. Enfin, des lettres de Tammy retrouvées plus tard ont indiqué que la violence que Meadow exerçait sur elle la terrifiait, d'autant plus que ces lettres proféraient des menaces de mort. Dans la plupart des lettres, elle parle de la violence dans leur couple. Elle explique à quel point elle est terrorisée quand il la bat. La dernière fois qu'il s'en est pris à elle, elle a eu tellement peur qu'elle a voulu le quitter. Apparemment, James Meadow a frappé, puis il a entendu le bébé pleurer. Il aurait alors enfoncé la porte. Le tueur semble connaître l'appartement, ce qui renforce la thèse que Jim serait le coupable. Il a pris le temps d'utiliser une serviette trouvée près du corps pour nettoyer la victime et le reste de la chambre. Il n'y avait aucune preuve qui reliait qui que ce soit à la scène de crime. De toute ma carrière, j'avais rarement vu une scène de crime aussi propre. Et le meurtrier de Tammy a aussi pris le temps de placer son corps dans une position particulière. Le corps était disposé de façon à ce que ça ressemble à une agression sexuelle. La scène de crime était étrange. Il s'agit d'un crime sexuel et des indices montrent que la victime a effectivement eu des relations sexuelles. En revanche, le médecin légiste pense qu'elle n'a pas été violée. On a trouvé un préservatif usagé dans la poubelle. L'ADN retrouvé dessus correspond à celui de Jim. Ce dernier prétend que lui et sa femme ont eu des rapports sexuels consentis la nuit précédente. Il affirme que lorsqu'il est retourné au centre de désintoxication, elle était vivante. Les enquêteurs n'en croient pas un mot. On a pensé qu'après ça, ils avaient commencé à se disputer. Et ils l'avaient étranglée. La découverte du préservatif confirmait l'hypothèse selon laquelle Jim avait eu des rapports sexuels avec elle avant de la tuer. Le meurtrier a soigneusement nettoyé la scène de crime, mais il a oublié quelque chose. Sur le lit, parmi les cheveux de Tammy, de son mari et de leur fille, les enquêteurs trouvent le cheveu d'une quatrième personne. Le médecin légiste prélève également un fragment de peau et du sang sous les ongles de la victime. Malheureusement, en 1993, des échantillons plus importants sont nécessaires pour établir un profil ADN. Si la police scientifique utilise ceux-ci et qu'elle n'obtient aucun résultat, il sera impossible de faire de nouveaux tests quand les techniques auront évolué. C'était très frustrant. Après avoir passé tellement de temps sur cette affaire, on n'avait pas le moindre indice pour étayer l'enquête. Nous avions des raisons valables de l'arrêter, mais les preuves étaient insuffisantes pour le faire condamner. Bien que Jim Meadow soit le seul suspect dans cette affaire, le procureur décide de ne pas le poursuivre. L'enquête est au point mort. Je me suis dit qu'il s'en tirait cette fois, mais que ce ne serait pas toujours le cas. Jim Meadow a-t-il commis le crime parfait? Est-il parvenu à effacer sur la scène de crime l'ensemble des indices pouvant le compromettre? Parviendra-t-il à échapper définitivement à la justice? Car en dépit des soupçons qui pèsent sur lui, mais en l'absence de preuves médico-légales, le procureur a décidé de ne pas prononcer de mandat d'arrêt à son encontre. Dès lors, l'enquête est au point mort, et la vie reprend son cours tant bien que mal dans la petite ville de Longmont. Cependant, contre toute attente, un coup de théâtre se produit. 3 ans après le meurtre, la police reçoit un appel d'urgence. Au téléphone, une femme, paniquée, réclame de l'aide.
Et elle se trouve à moins d'1 kilomètre du domicile de Tammy Tatum. Il m'a dit « N'ouvre pas les yeux ou je te découpe ». Il était en train de mettre l'adhésif quand il a proféré ses menaces. Après ça, il a ajouté « Si tu fais du bruit, je te tue ». La victime s'appelle Renée Dulany. À un moment, j'ai décidé que la meilleure chose à faire était de le convaincre que je n'allais pas appeler la police. C'était ma seule chance de rester en vie. Le violeur de Renée passe beaucoup de temps dans son appartement pour s'assurer qu'il n'a laissé aucune preuve. Une fois qu'il a eu terminé, il a versé de l'eau sur moi. Ensuite, il a pris une serviette et il m'a essuyé. Il essayait réellement de tout nettoyer. Quand le violeur a quitté le domicile, il a tout emporté avec lui. Il a pris l'adhésif, le couteau, tous les objets qu'il avait apportés avec lui. Il y avait très peu d'indices à récupérer sur la scène. Pour les enquêteurs, son mode opératoire semble similaire à celui du meurtrier de Tammy Tatum. Est-il possible que les deux crimes soient liés? À Longmont, dans le Colorado, Renée Dulany dort lorsqu'un individu s'introduit dans son appartement peu avant l'aube. Il l'agresse sexuellement. J'essayais de me rappeler des détails sur lui pour aider la police. Mais on fait une sorte de blocage. On ne peut pas y faire grand-chose. On ne réalise pas vraiment ce qui nous arrive. L'agression a eu lieu peu après le départ de la grand-mère de Renée. Celle-ci part travailler vers 5 heures. Renée et la police sont convaincus que le violeur avait soigneusement planifié son agression. Il m'avait choisi, il avait tout prévu. Il avait vérifié à quelle heure ma grand-mère partait tous les matins. Il savait qu'elle serait absente quand il est entré. L'agression dure 2 longues heures. La victime a les yeux bandés, mais elle sait que son agresseur fait des allées et venues dans la salle de bain. Il mouille une serviette et nettoie la chambre. Il essayait d'effacer les preuves, et j'avais peur qu'il réussisse. Malgré toutes ces précautions, le violeur a laissé des indices biologiques derrière lui. Apparemment, il n'était pas au courant qu'on pouvait utiliser l'ADN comme preuve. En revanche, il savait que la police pouvait relever des empreintes sur un corps. Cela explique pourquoi il a nettoyé Renée Dulany. Un profil ADN est dressé grâce aux échantillons prélevés lors du viol de Renée. Malheureusement, aucune correspondance n'est trouvée avec ceux qui se trouvent dans la base de données des criminels de l'État du Colorado. Les anciens petits amis de Renée, ses collègues et ses étudiants acceptent de donner un échantillon d'ADN. Aucun ne correspond. L'enquête piétine, pas d'arrestation, pas de suspect. On vit dans la terreur. Quelqu'un vous a dit qu'il allait vous tuer et il a montré qu'il en était capable. 10 ans plus tard, coup de théâtre. Les policiers du Colorado entrent tous les échantillons prélevés sur les criminels lors d'anciennes enquêtes dans la base de données de l'État. L'enquête est alors relancée. L'ADN prélevé dans l'affaire Renée Dulany correspond à quelqu'un qui est fiché. C'était énorme. On a trouvé une nouvelle piste presque 10 ans après l'agression sexuelle. Ça n'était jamais arrivé. Le procureur m'a appelé. Il m'a demandé si j'étais assise. Ensuite, il a commencé à m'expliquer qu'ils avaient arrêté mon violeur. Il m'a dit que si je vérifiais ma boîte mail, je verrais sa photo. L'ADN prélevé sur le kit de viol de Renée est celui de Rudy Guettan. Il s'agit d'un mécanicien de 48 ans. L'homme marié et père de 2 enfants vit en réalité dans le même lotissement qu'elle. C'était un choc. J'étais bouleversée de découvrir qu'il s'agissait de quelqu'un qui avait vécu juste à côté. De plus, la nuit du viol, la jeune femme avait identifié Guettan comme suspect potentiel. I don't want to say this because I'm afraid I'll be wrong, but it sounds kind of like one of the people in the next building. Oh, it did? Yeah, but also awful if it's not, because he's really nice to me. Renée a toujours été mal à l'aise en présence de Guettan. C'était le voisin bizarre qui vous parle tout le temps. À l'époque, la police n'avait aucune raison de fouiller l'appartement de Guettan, ni d'obtenir un mandat pour demander un échantillon ADN. Mais 2 semaines après le viol, Guettan est impliqué dans un grave accident de voiture, et les conséquences ne se limitent pas à de simples fractures.
C'est un retour de bâton presque instantané. Rudy Gaytan devient accro aux antalgiques et c'est ce qui le conduit en prison. Il est incarcéré au pénitencier du Colorado parce qu'il a falsifié des ordonnances. Une étude réalisée en 2006 par la faculté de médecine de Boston a révélé qu'aux États-Unis, 40% des 10 millions de personnes consommant régulièrement de puissants analgésiques opiacés pour traiter la douleur en seraient devenus dépendants. Pour assouvir leur addiction, nombre d'entre eux consultent plusieurs médecins pour se faire délivrer les mêmes prescriptions, ou bien ils falsifient les ordonnances. Une loi fédérale sanctionne cette pratique connue sous le nom de Dr Shopping. Elle prévoit d'infliger aux contrevenants de lourdes amendes et des peines de prison. Coupable d'avoir commis ce délit, Rudy Gaytan, le garagiste devenu le principal suspect dans l'agression sexuelle de René Dulany, avait été condamné à purger une peine de 3 ans de prison. À sa sortie du pénitencier, Gaytan avait dû fournir un échantillon de son ADN. Et cette procédure de routine, apparemment sans lien avec notre affaire, va néanmoins faire basculer l'enquête. S'il n'avait pas été impliqué dans cet accident de la route, on n'aurait sûrement jamais eu son ADN. La police commence à s'intéresser à son passé. Et elle fait une découverte incroyable. Je savais qui était Rudy. Je suis resté bouche bée. J'étais abasourdi. Les enquêteurs se souviennent que Rudy Gaytan est l'homme qui a donné des indices incriminants sur Jim Meadow lors de l'enquête sur le meurtre de Tammy Tatum. C'était l'un des témoins qui avait affirmé qu'il avait vu Tammy avec des bleus et un œil au beurre noir. Il avait également parlé du comportement violent de Jim envers sa femme. Gaytan connaît Jim, puisqu'ils vivaient tous les deux dans le même centre de désintoxication. Gaytan est-il impliqué dans le meurtre de Tammy? 10 ans après l'agression sexuelle de René Dulany, les tests ADN ont permis d'identifier le violeur comme étant Rudy Gaytan. Celui-ci est également lié à l'affaire du meurtre de Tammy Tatum. Il était ami avec la victime et son mari Jim. C'est Jim lui-même qui avait présenté Rudy à Tammy. Tammy déclare à ses amis qu'elle n'aime pas Rudy. Elle s'est plainte auprès de ses amis. Elle a avoué qu'elle le trouvait bizarre. Elle se sentait mal à l'aise avec lui. Le meurtre de Tammy et le viol de René comportent de nombreuses similitudes. Il y avait un lien saisissant entre les deux affaires. L'agression sexuelle a eu lieu tôt le matin et il n'y avait aucun signe d'effraction. Une serviette a été utilisée pour nettoyer les corps des deux victimes. Les enquêteurs n'ont pas trouvé de liquide séminal lors du meurtre de Tammy. Toutefois, ils ont prélevé un cheveu avec la racine intacte. Quand on retrouve un bulbe sur un cheveu, en général, ça signifie que celui-ci a été arraché. Tammy ne s'est pas laissée faire. Elle s'est débattue parce que le bébé était dans la pièce. Son instinct de mère a surgi et elle a lutté pour protéger son enfant. En 1993, il était difficile d'extraire de l'ADN à partir de ce bulbe de cheveux. De nos jours, c'est désormais possible. Nous avons analysé l'ADN du cheveu et il correspondait à celui de Rudy Gaytan. L'ADN de Gaytan est également présent sur d'autres objets dans l'appartement de Tammy, notamment sur la serviette qui a servi à nettoyer le corps. L'ADN a été la clé de cette affaire. Il nous a permis d'identifier le suspect et du même coup de disculper quelqu'un d'autre. Après toutes ces années, nous étions finalement en mesure de disculper Jim Meadow. Les policiers montrent à Gaytan les preuves biologiques dans l'affaire du meurtre de Tammy. Le meurtrier passe aux aveux. Mais les enquêteurs ont du mal à croire certains éléments de sa version des faits. Il affirme que la victime et lui avaient une liaison et que les choses ont mal tourné. En revanche, il est très clair en ce qui concerne le meurtre. Je n'étais pas ivre-mort, mais j'avais bu. Vous dites avoir agi sous le coup de la colère. Je suppose que vous ne vous rappelez pas bien les détails. Mais quand vous avez commencé à l'étrangler, vous l'avez coincée sur le lit. Donc vous étiez sur elle. Oui, juste avec mes mains. Et combien de temps s'est écoulé entre le moment où elle s'est débattue et celui où elle a arrêté de bouger? Est-ce que vous avez une idée? Pas vraiment.
30 secondes, 1 minute. Tout s'est passé si vite. Les enquêteurs ont une idée du déroulement des faits la nuit du meurtre. Rudy attend que Jim s'en aille, puis il frappe à la porte. Croyant certainement qu'il s'agit de son mari, Tammy lui ouvre. Gaétane en profite pour s'introduire dans l'appartement. Tammy et lui commencent à se battre, et pendant la lutte, elle lui arrache un cheveu. Il parvient à la maîtriser avant de l'étrangler. Rudy sait que Jim est au centre et qu'il ne reviendra pas. Il a donc tout le temps nécessaire pour nettoyer la scène de crime, ainsi que le corps de sa victime. 3 ans plus tard, il agresse René Dulany. Malgré un nettoyage méticuleux de la scène de crime, il laisse des indices biologiques. Je ne pensais pas qu'il était capable de commettre un meurtre. Si j'avais agi différemment, je suis sûre qu'il m'aurait tué. Il a surveillé ces 2 femmes et il les a poursuivies comme si elles étaient des objets, les objets de son désir. L'ADN prélevé lors du viol de René et l'unique cheveu retrouvé sur le lit de Tammy le relient aux 2 crimes. Rudy Gaétane est condamné pour meurtre au second degré dans l'affaire Tammy Tatum et pour agression sexuelle dans l'affaire René Dulany. Il a choisi de la tuer et moi j'ai eu la chance de vivre. Je me sens comme investi d'une mission. Je dois profiter de la vie parce qu'il lui a pris la sienne. Au total, Gaétane est condamné à 72 ans de prison pour les 2 crimes. Il ne pourra pas prétendre à la liberté conditionnelle avant l'âge de 103 ans. Les analyses médico-légales et les progrès faits dans ce domaine ont été essentiels pour résoudre cette affaire. Sans la preuve ADN laissée dans l'affaire Tammy Tatum, l'enquête n'aurait jamais été résolue. J'ai toujours su que la technologie permettrait un jour d'analyser les échantillons que la police détenait. Je n'ai jamais perdu espoir. Ce crime devait être résolu. Je savais que ça arriverait. Entre 1993, date du meurtre de Tammy Tatum, et 2006, date de la résolution de l'affaire et de la condamnation de Rudy Gaétane, des progrès considérables ont été réalisés par les biologistes et les experts de la police scientifique dans le domaine du prélèvement de traces d'ADN sur une scène de crime et de leur comparaison avec les profils génétiques des principaux suspects. Pionnier en la matière, Alec Jeffrey, un scientifique britannique de haut niveau, était parvenu au milieu des années 80 à résoudre plusieurs affaires criminelles compliquées grâce à l'identification génétique. Mais pour être exploitables, les échantillons recueillis devaient être abondants et non dégradés, ce qui limitait leur utilisation. Quelques années plus tard, des chercheurs californiens révolutionnèrent la méthode en mettant au point la technique PCR pour Polymerase Chain Reaction. Il s'agit d'un système d'amplification et de duplication automatique de séquences courtes d'ADN. Et dès lors, bulbes de cheveux, minuscules fragments de peau retrouvés sous un ongle ou gouttes de sang séchées permettent d'obtenir un profil génétique complet avec un risque d'erreur inférieur à 1 sur 1 milliard. En effet, la technique PCR offre la possibilité d'obtenir en 2 heures 250 millions de copies de fragments ADN. Utilisée aujourd'hui par toutes les polices scientifiques des pays développés, cette méthode a permis de confondre les auteurs d'un nombre incalculable de crimes qui autrefois seraient restés impunis. C'est ainsi que Rudy Gaétane a pu être inculpé pour l'homicide de Tammy Tatum et le viol de René Dulany. Il purge une peine de 72 ans d'emprisonnement. Ainsi se termine cette émission. Merci d'avoir suivi en ma compagnie et rendez-vous sur cette antenne pour un nouvel épisode de vos Enquêtes impossibles. La mort ne donne pas de rendez-vous. Elle frappe au hasard Imogen Thompson, une femme modeste âgée de 53 ans, habitant dans un mobile home qui venait d'hériter d'une somme d'argent inespérée quand elle fut abattue de 2 balles au volant de sa voiture. La pauvre femme n'aura pas eu le temps de profiter des 14 000 $ qu'elle venait d'empocher.
16 avril 1993, dans le comté de Gwinnett, en Géorgie. À leur arrivée au travail, les employés d'un garage découvrent une Lincoln marron stationnée dans l'allée. Le deuxième employé à être arrivé a cru que la conductrice était ivre. En s'approchant, les hommes voient du sang et comprennent que la conductrice n'est pas saoule, elle est morte. Elle penchait vers la droite. De toute évidence, elle avait reçu 2 balles dans la tête. On pouvait voir les trous dans son crâne et le sang qui avait giclé partout. Les enquêteurs arrivent sur les lieux. Il ne s'agit pas d'un suicide, il n'y a pas d'arme et on dirait que la victime a été dévalisée. On voyait clairement qu'elle avait dû avoir quelque chose sur ses genoux, qu'il n'y était plus, parce qu'il n'y avait aucune trace de sang à cet endroit. La vitre était baissée à moitié, si je me souviens bien. On a tout de suite compris qu'il s'agissait d'un meurtre, et on s'est dit que le mobile devait être le vol. Alors on a commencé à retracer l'emploi du temps de la victime la nuit précédente. La femme s'appelait Imogen Thompson, elle avait 53 ans et était surnommée Jean. Elle vivait dans un mobil-home situé non loin de là et se rendait au travail quand elle a été agressée. Le crime était choquant. Dès le début, ça a été une affaire très médiatisée, parce que ce n'est pas le genre de crime qu'on a l'habitude de voir dans le comté de Gwinnett, qui est plutôt paisible. Pendant que les enquêteurs examinent la scène de crime, le fils unique de la victime, Michael Thompson, arrive sur les lieux pour vérifier comment se porte sa mère. Une amie à elle était passée par là ce matin-là et avait repéré sa voiture qui était garée. Elle avait alors appelé Michael pour lui dire où était la voiture de sa mère. Et c'est pour ça qu'il était venu sur place. C'est l'agent Jack Burnett qui va devoir lui apprendre la terrible nouvelle. Il était, ou du moins il paraissait être très attristé de ce qui s'était passé. Mais il n'était pas non plus totalement anéanti. La réaction surprenante de Michael Thompson le rend immédiatement suspect. Où étiez-vous? J'étais chez moi. C'est un fait avéré. 85% des meurtres sont commis par des proches. Les soupçons sur le fils se renforcent rapidement. On a découvert qu'il était déjà suspect dans une affaire de vol dont avait été victime sa mère 3 semaines avant qu'elle soit tuée. Jean Thompson avait hérité de 14 000 $, mais un mois plus tôt, elle était allée à la banque et avait tout retiré en espèces. Elle avait eu un problème financier avec un bien immobilier qu'elle possédait en copropriété. Elle avait peur d'être poursuivie et que cet argent lui soit saisi lors de la procédure. Alors elle l'a retiré de la banque et l'a gardé chez elle. Peu de temps après, elle s'aperçoit que la moitié de l'argent a purement et simplement disparu. 7 000 $ volatilisés. Elle a appelé la police pour signaler un cambriolage. Police, j'écoute. On m'a volé de l'argent à mon domicile. C'est un cambriolage? Ma porte de derrière, la porte de service, elle a été forcée. Un agent de la police du comté de Gwinnett, Mike Chappell, se présente chez elle. Jean Thompson. Agent Chappell, bonjour. Merci d'être venu. Certains éléments sont étranges. La porte était intacte. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Plus significatif encore, celui qui a pris l'argent a laissé 7 000 $ derrière lui. Aucun voleur digne de ce nom n'aurait volé que la moitié de la somme. Ça nous a interpellés, ça nous a conduit à penser que c'était sans doute le fils qui avait pris une partie de l'argent. Vous saviez pour l'argent de votre mère? Oui, j'étais au courant. Certains renseignements qu'on a obtenus sur Michael Thompson suggéraient qu'il pouvait avoir des soucis d'argent. Donc, puisqu'il habitait là, si ce n'était pas elle qui avait pris l'argent, ça devait forcément être lui. Même s'il est convaincu de la culpabilité du fils, l'agent Chappell ne peut rien faire. Il était persuadé que le fils avait pris l'argent, mais la mère ne semblait pas être disposée à engager des poursuites. C'était son fils unique, et elle ne se voyait pas demander à ce que son propre fils soit arrêté pour ce vol. L'agent Mike Chappell a l'habitude de gérer les conflits familiaux. Ce n'est pas la partie la plus excitante de son travail, mais elle représente une bonne proportion des affaires qu'il traite au quotidien. Il y met donc toute sa bonne volonté. Mike Chappell intervient alors comme une sorte de médiateur, sans que sa hiérarchie en soit informée, puisque comme souvent dans ces cas opposant des membres d'une même famille, les victimes se refusent à porter plainte. Le policier n'en retire aucune gloire ni contrepartie financière.
il semble en fait se satisfaire des remerciements des citoyens de sa petite ville de Géorgie. L'homme va donc essayer d'en apprendre davantage sur le fils d'Hémogène, Michael Thompson. Il découvre que le jeune homme a déjà volé sa mère dans le passé, s'emparant de $300 qui lui appartenaient. Et Michael ne semble pas depuis avoir résolu ses problèmes financiers. Avec son petit salaire, il a à peine de quoi vivre et serait certainement sans toit s'il n'habitait pas dans le mobil-home de sa mère. Avec ces éléments, Mike Chappell se rend sur le lieu de travail de Michael Thompson afin de s'entretenir avec lui. Le policier demande au suspect d'avouer et de restituer l'argent. Mais ce dernier nie être l'auteur du vol. Il refuse toute coopération avec l'agent des forces de l'ordre. La police apprend que depuis qu'on lui avait volé la moitié de son héritage, Jean gardait le reste de l'argent dans son sac à main. À présent, elle est morte et son sac a disparu. Pour la police, le fils a très bien pu vouloir récupérer le reste de la somme. On a rapidement pu établir où il était à l'heure du meurtre et il avait un alibi solide. Et il n'a pas l'attitude de quelqu'un qui vient d'empocher une grosse somme. Plusieurs jours après le meurtre de sa mère et le vol du reste de son argent, Michael a été vu chez un prêteur sur gage des environs. Il a mis des objets au clou contre 50 malheureux $. Michael Thompson est finalement mis hors de cause. Mais si ce n'est pas lui, alors de qui s'agit-il? Est-ce un vol commis par hasard? L'un de ses pneus est à plat. Peut-être que Jean s'est arrêtée au garage après qu'il a crevé et qu'elle a été agressée par un voleur qui se trouvait là. Mais quelqu'un a aussi pu crever son pneu pour être sûr qu'elle s'arrête. Le pneu à plat n'était pas le résultat d'une crevaison ou d'un autre type d'accident. La nuit suivant la découverte du corps de Jean, les enquêteurs mettent en place un barrage dans l'espoir de trouver des personnes qui auraient emprunté cette route la veille. Quelqu'un a forcément vu la scène. On s'intéressait aux témoignages des personnes qui étaient passées par cette même route la nuit précédente. Elles avaient peut-être vu ou remarqué quelque chose d'inhabituel. Vous avez vu quelque chose? Non, je n'ai Rien du tout. Bon. Grâce à notre enquête auprès des automobilistes, on a pu établir un créneau horaire pour les faits. Il y avait des gens qui étaient passés entre 18 et 21h30 qui n'avaient rien vu du tout. Et d'autres étaient passés vers 22h15 et n'avaient vu que la voiture stationnée dans l'allée. Le crime avait donc eu lieu entre 21h30 et 22h15. Durant ce laps de temps, plusieurs personnes signalent avoir vu un véhicule de patrouille de police garé juste derrière la Lincoln de Jean. C'était une voiture de patrouille. Ils ont tous raconté exactement la même chose. Ils roulaient sur la route et ils ont vu la lumière bleue d'un gyrophare, une voiture de police, et la Lincoln garée juste devant. Jean a peut-être été contrôlé pour une infraction au code de la route avant sa mort. Si oui, un procès-verbal a dû être enregistré, mais le retrouver risque d'être difficile. Le contrôle a pu être effectué par un des 6 services de police opérant dans la zone. On a vérifié auprès des différents services, du bureau du shérif à la police de la route, et on a déterminé qu'aucun véhicule n'avait été présent dans les environs. Personne n'avait fait l'objet d'un contrôle routier. Se pouvait-il que Jean Thompson ait été la victime d'une personne déguisée en policier? Cette hypothèse correspond avec les indices retrouvés sur la scène de crime, car certains détails font penser que Jean a fait l'objet d'un contrôle routier. Le moteur était coupé, la clé sur le contact à cause des vitres électriques. Elle a dû baisser sa vitre et elle portait encore sa ceinture. Les enquêteurs arrivent à la conclusion que cette nuit-là, les témoins ont aperçu un véhicule de patrouille de la police du comté de Gwinnett. Les véhicules du comté de Gwinnett étaient très caractéristiques à l'époque. Blanc avec une grosse bande jaune et surtout le blason du comté sur la portière. Mais pourquoi n'y a-t-il aucune trace du contrôle dont a fait l'objet Jean Thompson cette nuit-là? Parfois, les agents de police font un contrôle sans le signaler à la radio. Ils ne sont pas censés le faire, c'est contraire au règlement, mais ça arrive. On espérait identifier cet agent pour glaner des infos sur ce qu'il aurait pu voir. Les enquêteurs interrogent une amie de Jean, Dolores Burrell, qui mentionne le nom de l'agent Chappell.
Qui d'autre a-t-elle vu ce matin-là? Je crois qu'un policier est passé chez elle. Il découvre que l'agent Chappell a continué d'enquêter de son côté sur le cambriolage et qu'il est resté en contact avec Jean. Il racontait à Madame Thompson qu'il était sur l'affaire, qu'il allait tenter d'intimider son fils pour qu'il lui rende l'argent. Chappell a même suivi Jean plusieurs fois lors de ses déplacements en voiture. Elle l'avait vu quelques fois dans le quartier. Et un soir, il l'avait même escorté jusqu'à son travail. Elle avait dit se sentir vraiment rassurée par sa présence, qu'il était comme un ange gardien qui veillait sur elle. Grâce à de nouveaux témoignages, la police pense qu'il a pu la surveiller la nuit du meurtre. On avait au moins 2 témoins qui disaient avoir vu un policier en imperméable, d'une carrure imposante, penché à la vitre, debout à côté de la voiture ou marchant en direction de la voiture. On a donc commencé à dresser la liste de tous les agents les plus costauds qui travaillaient dans le quartier nord. Seule une poignée d'agents du comté correspondent à cette description. Avec son maître 95, Mike Chappell, l'ange gardien de Jean, en fait partie. Mais s'il est bien celui que les témoins ont vu, pourquoi n'a-t-il rien dit? L'enquête s'accélère. Une équipe est chargée d'identifier tous les agents de grande taille du comté de Gwinnett. Parallèlement, d'autres inspecteurs interrogent Dolores Burrell, l'amie de Jean, et ils obtiennent des informations très troublantes. Il insistait pour qu'ils se voient et qu'elle apporte l'argent avec elle. La nuit du meurtre, Chappell avait contacté Imogen Thompson et lui avait fixé un rendez-vous en prétextant avoir trouvé un moyen pour qu'elle récupère son argent. Pour cela, il fallait qu'elle lui apporte les $7,000 restants. De cette manière, il allait pouvoir comparer les liasses de billets et déterminer qui lui avait dérobé l'argent. Pour les enquêteurs, cette révélation fait l'effet d'une bombe. Les agissements de Chappell dépassent le cadre de son travail. Il y a eu un silence de mort, et j'en suis sûr, on pensait tous les 4 à la même chose. En plus du témoignage de l'ami d'Imogen, Dolores, les policiers continuent d'entendre les automobilistes qui sont passés devant la Lincoln marron de la défunte le soir du crime. 2 témoins, Carl Kauter et son ami, qui ont vu un policier en par-dessus s'avancer avec une lampe torche vers le véhicule d'Imogen, sont reçus au commissariat de Gwinnett County. Carl et son ami indiquent aux enquêteurs que, après être passés devant ce qui allait devenir une scène de crime, ils avaient de nouveau croisé la voiture de patrouille du policier en par-dessus sur le boulevard Peachtree Industrial à quelques centaines de mètres de là. La voiture les avait suivis un moment, sans raison apparente. À un feu tricolore, les 2 véhicules se retrouvèrent finalement stoppés côte à côte pendant environ 45 secondes. Carl Kauter eut alors le temps de photographier mentalement le visage du conducteur de la voiture de police. Au commissariat, lui furent présentées différentes photos de policiers du comté travaillant dans le quartier nord et ayant une carrure imposante. Eh bien, parmi les dizaines de clichés, Carl n'hésita pas une seconde. Il reconnut immédiatement le conducteur. Il s'agissait de Mike Chappell. En fait, il n'existe qu'une explication possible. Mike Chappell a tué Jean Thompson et lui a volé ses $7,000. On était tous sous le choc, atterrés, incrédules et complètement abasourdis. On n'arrivait pas à y croire parce que c'était l'un des nôtres. Pendant longtemps, j'ai espéré que ce ne soit pas quelqu'un de la police du comté de Gwinnett. Ça aurait pu être un flic véreux d'un autre comté, voire un individu qui se faisait passer pour un policier. Un flic corrompu. Le pire cauchemar pour un enquêteur. Mais comme pour n'importe quelle affaire, les doutes ne suffisent pas, il faut des preuves. Merci, au revoir. Le plus difficile, c'était de s'assurer que non seulement on avait fait tout ce qui était humainement possible pour prouver qu'on avait raison, et que c'était lui le coupable, mais aussi qu'on avait épuisé toutes les autres pistes pouvant prouver que ce n'était pas lui. Mike Chappell est bien la dernière personne qu'on aurait soupçonné d'avoir volé et tué une femme qui lui faisait confiance. Mike était un policier très apprécié. Un grand nombre de ses collègues l'estimaient et le respectaient. Cependant, en creusant un peu, l'image du policier exemplaire commence à se fissurer. Il avait notamment de gros problèmes d'argent. Chappell possédait une salle de gym à Buford.
Il faisait de la musculation. Il avait des soucis financiers et on a appris qu'il allait être contrôlé par les impôts. Mais depuis peu, il dépense sans compter. Dans les 3 ou 4 jours qui avaient suivi le meurtre, il avait payé plusieurs de ses factures avec des coupures de $100. Il avait aussi acheté des t-shirts pour sa salle de gym avec des billets de 100 et avait payé le nettoyage de sa voiture avec un autre billet de 100. Quand les enquêteurs fouillent sa voiture de patrouille, ils trouvent des billets de $100 dans un carnet. La réserve fédérale a pu déterminer où ces coupures avaient été livrées, et il se trouve qu'elles provenaient de la banque d'Imogen Thompson. Ironie du sort, les enquêteurs vont découvrir la preuve la plus incriminante au poste de police. On a fouillé son casier au poste de police. On a récupéré sa veste imperméable et la manche droite était recouverte d'éclaboussures de sang. Ce genre d'éclaboussure est généralement causé par une explosion ou la proximité avec une explosion, ou encore par un impact de balle sur un corps. Or, à ce stade de l'enquête, il était important de prouver qu'il avait tiré avec une arme. Et puis, dans son coffre, on a trouvé un silencieux, un M16 volé, dont certains numéros avaient été effacés. Il y avait aussi 189 cartouches et 7 chargeurs. Et quand on l'a interrogé là-dessus, Chappell a répondu que c'était en cas d'émeute urbaine. Et sur l'accoudoir de son véhicule, la police retrouve aussi du sang. On a fait analyser ce sang et on l'a comparé à celui d'Imogen Thompson. Et c'était bien l'ADN de la victime. L'ADN est une très longue molécule propre à chaque individu. Depuis une vingtaine d'années, il est devenu l'indice numéro 1 pour toute enquête criminelle et les techniques de collecte et d'analyse des traces génétiques sans salive n'ont cessé de se perfectionner, offrant aujourd'hui un processus à la fois plus fiable et plus rapide. Une fois la présence de sang attestée sur un support, en l'occurrence ici l'accoudoir du siège de la voiture de Mike Chappell, des prélèvements sont effectués, puis les experts vont diluer les échantillons prélevés dans une solution. Cette étape permet de décrocher l'ADN de son support. Il est ainsi prêt à être analysé par la police scientifique. Souvent, la quantité d'échantillons d'ADN est trop petite pour déterminer à qui le sang prélevé appartenait. Les experts procèdent alors à ce que l'on appelle une amplification de l'ADN par un dispositif très précis de chauffage et de refroidissement. Ce dispositif va permettre de doubler la quantité d'ADN présente dans le tube et ainsi de permettre une comparaison avec un profil génétique donné. C'est ainsi que les policiers de Gwinnett County vont établir que le sang présent sur l'accoudoir de la voiture de fonction de Mike Chappell est bien celui de la malheureuse Imogen Thompson. C'était en quelque sorte la pièce manquante du puzzle. Mike Chappell est arrêté et inculpé de meurtre et de vol. Il était en service, on l'a interpellé, on lui a retiré son arme, puis on l'a conduit en salle d'interrogatoire et on l'a ensuite interrogé. Pendant ce temps-là, une perquisition a été conduite à son domicile. Une autre perquisition a eu lieu dans sa salle de gym et aussi dans son camion. Son véhicule de patrouille avait déjà été examiné par les techniciens de scène de crime, de même que son casier au poste de police. Quand on l'a inculpé, ça a été un choc pour l'ensemble des forces de police du comté. Le département du shérif le soutenait. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait pu commettre un tel crime. Parmi ses collègues, beaucoup disaient que c'était tout bonnement impossible. On a senti un vrai ressentiment à l'égard des enquêteurs en charge de l'affaire. Perplexité, incrédulité. Ils nous en voulaient qu'on ait pu faire de telles allégations. Le chef de la police a même dû faire quelque chose d'incroyable. Il a fait le tour des bureaux pour montrer les preuves contre Chappell à tous les agents de la police du comté de Gwinnett. Il voulait que ce soit bien clair pour tout le monde que l'enquête avait été menée correctement et surtout restaurer la confiance. Je n'avais encore jamais vu ça auparavant. Les preuves contre le policier sont accablantes. Malheureusement, plus on essayait de prouver que ce n'était pas lui le coupable, et plus les preuves nous indiquaient le contraire. Si on me l'avait dit, je ne l'aurais jamais cru. Mais en tant qu'enquêteur, on doit s'en tenir aux preuves. Et selon moi, les preuves démontrent qu'il est coupable du meurtre d'Imogen Thompson.
Des agents ont commencé à souffrir de cette affaire quand ils arrêtaient des automobilistes pour une infraction au code de la route. Les conducteurs leur disaient « Tirez pas, on sait comment ça finit avec vous, les flics de Gwinnett ». Même si Chappell nie tout en bloc, la police est maintenant certaine du déroulement des faits. Gene Thompson appelle la police au sujet du vol de son argent et l'agent Mike Chappell se présente à son domicile. Bonjour, agent Chappell. Je crois que très rapidement il a compris qu'il y avait une opportunité à saisir pour lui. Il se met à la surveiller pour mieux connaître ses habitudes. Elle croyait qu'il la suivait pour garantir sa sécurité. En réalité, il cherchait un endroit où la tuer. Ok, bon, il faut qu'on se voit ce soir. Quand son plan est fin prêt, il demande à Jean de le rejoindre avec le reste de l'argent. Elle part de chez elle vers 9h30. Il la suit. Vers 22h, il passe à l'action et fait retentir sa sirène pour qu'elle se gare sur le bas-côté. À ce stade, pour Gene Thompson, il s'agissait d'un banal contrôle routier. Les automobilistes ne prêtent pas spécialement attention aux véhicules de patrouille. Quand on y pense, c'était plutôt bien réfléchi, parce que 90% des automobilistes qui sont passés par là et ont vu la voiture de police ont regardé ailleurs. Ils ont vu le gyrophare et ont baissé les yeux vers leur compteur de vitesse. Chappell sort et s'approche de la voiture. Jean ignore alors qu'il s'agit de celui qu'elle appelle son ange gardien. Elle prend son sac à main et le pose sur ses genoux pour en sortir son permis de conduire. Quand elle baisse sa vitre, Chappell sort son arme et tire 2 coups de feu. C'est comme ça que les policiers du comté de Gwinnett étaient et continuent d'être entraînés à tirer. 2 coups. Chappell s'empare alors du sac à main avec les $7 000, laissant une empreinte du sac dans la mare de sang. Ensuite, il lacère son pneu. Le pneu avait été crevé d'un seul coup de couteau, bien net. Puis il regagne son véhicule comme il l'aurait fait après n'importe quel contrôle routier. Je crois qu'il s'est cru plus malin que nous et qu'il ne savait pas du tout combien d'automobilistes étaient passés sur cette route. Il n'avait sans doute pas idée non plus du nombre d'amis que pouvait avoir Madame Thompson, ni des discussions qu'elle avait eues avec eux. Il n'imaginait pas qu'on puisse le démasquer, mais on a bien travaillé et on a réussi. En 1995, Chappell est jugé pour meurtre et vol à main armée. Pour le premier chef d'accusation, meurtre, nous, le jury, déclarons l'accusé coupable. Chappell est reconnu coupable de meurtre, de vol à main armée et de détention d'une arme à feu dans le but de commettre un crime. Il est condamné à la prison à vie. Il a fait appel 3 fois et il a été débouté à chaque reprise. Il continue de clamer son innocence. Il n'admettra sans doute jamais sa culpabilité. Je crois que jusque dans sa tombe, il continuera de nier. Les indices ne laissent aucun doute. Mike Chappell est bien le meurtrier d'Imogen Thompson. Pourtant, depuis plus de 10 ans, il clame son innocence. Mike a-t-il fini par s'auto-persuader qu'il n'était pas coupable, par croire sincèrement à son innocence? Le problème, c'est que le meurtrier a entraîné plusieurs personnes dans son délire. Son avocat d'abord, qui a réalisé plusieurs demandes d'appel pour lui. Quelques-uns de ses anciens collègues restés incrédules. Mais aussi une association de policiers influente, la National Police Defense Foundation, ainsi que quelques citoyens adeptes de la théorie du complot qui continuent aujourd'hui encore à plaider sa cause. Pour autant, ces élucubrations ne pourront pas ébranler les nombreuses preuves concrètes reliant Mike au meurtre. Encore une fois, dans cette enquête, la science a eu le dernier mot. C'est ainsi que prend fin cette émission. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement sur cette antenne pour de nouvelles affaires, des enquêtes impossibles.